Nous reprenons notre journée d'audition. On va terminer avec la réception désormais du groupe Les Mousquetaires, représenté par Monsieur Thierry Cotillard, président du groupe Les Mousquetaires, accompagné de Madame Nathalie Florent, directrice générale d'Agro Mousquetaires, de Monsieur Gwen Van Outegem, directeur général d'Intermarché, de Monsieur Sylvain Bruno et de Monsieur Nicolas Rénal. Je vous remercie de vous être rendu disponible. Monsieur le Président, je vous donnerai la parole dans quelques instants pour un propos introductif de 15 minutes maximum. Avant toute chose, je dois vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous demanderai tous les 5 de bien vouloir lever la main droite et de dire « je le jure ». Merci beaucoup. Monsieur Cotillard, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Messieurs les députés, merci de cette audience. Belle occasion de détailler nos plans d'action sur le sujet de la ferme France et d'aborder de manière plus générale le sujet de la souveraineté alimentaire en France. Peut-être avant d'entrer dans le sujet, un mot d'introduction sur le groupement des Mousquetaires pour vous rappeler et évoquer le fait que c'est l'engagement individuel de 3100 chefs d'entreprise indépendants. Vous rappelez que notre ancrage au cœur des territoires est réel, avec un magasin tous les 12 km en France et une volonté commune d'être acteur de cette souveraineté alimentaire à travers notamment d'un modèle qui est singulier. Vous avez vu nos confrères qui sont distributeurs. Nous avons la particularité, je vais le détailler, d'être aussi producteurs de produits agroalimentaires. C'est la raison pour laquelle, vous les avez cités, je suis accompagné de Gwen Van Outegem, le directeur général d'Intermarché, et de Madame Florent, la directrice générale de notre pôle industriel Agro Mousquetaires. Le groupement, je viens de le dire, c'est 3100 chefs d'entreprise indépendants. Comme tout indépendant, ils sont propriétaires de leur point de vente. Ça constitue évidemment des PME indépendantes qui sont impliquées dans les territoires, je tiens à le rappeler, et qui sont unis évidemment dans des outils communs de chaîne logistique, de centrales d'achat, d'usines dans notre cas, et on participe tous au copilotage de l'entreprise. Dans mon cas très particulier, j'ai avant tout 3 points de vente en région parisienne et je suis donc président du groupement Les Mousquetaires. Concrètement, en termes de chiffres, on est le 3e aujourd'hui acteur de la distribution alimentaire en France avec presque 17% de part de marché. Ce sont 1887 intermarchés, 326 netto, et je viens de le dire, un point de vente tous les 12 km pour proposer une alimentation la plus saine possible, accessible et durable à tous les Français. 150 000 salariés, 150 000 collaborateurs et un modèle unique, je viens de l'évoquer, de producteurs commerçants avec 56 usines agroalimentaires qui sont toutes, je tiens à le rappeler, situées sur le territoire français. On travaille avec le monde agricole en direct. On estime à 30 000 producteurs français qui travaillent avec le groupement. On a la spécificité, on est connu pour ça, d'avoir des bateaux. On est l'un des premiers armateurs de pêche en France, avec 15 chalutiers. Et on avait, avant Egalim, lancé la contractualisation dans quelques filières agricoles qu'on va bien évidemment évoquer aujourd'hui. Je considère que nous sommes un partenaire important de la Ferme France. Je vous l'ai dit, on a cette spécificité d'avoir intégré les filières. C'était la vision de notre fondateur, Jean-Pierre Leroc, il y a 50 ans, de penser qu'il fallait maîtriser les différents maillons de la chaîne alimentaire. C'est également aujourd'hui encore la vision et la volonté des 3000 chefs d'entreprise que je représente. On va fêter d'ailleurs les 50 ans d'Agro Mousquetaires dans 10 jours. C'est né en 1974, c'était la reprise de la société alimentaire Guidel dans le Morbihan. Et puis depuis, évidemment, ça a lancé une méthode empirique sur laquelle on a développé des savoir-faire et puis développé notre activité économique dans les territoires, soit en investissant dans des sites industriels qui pouvaient être en difficulté, mais pas que. On a aussi repris des entreprises familiales qui n'avaient pas de solution dans leur schéma de succession. Et puis, on a pris des participations dans des PME qu'on avait accompagnées, évidemment, dans leur croissance. Cette méthode qu'on a appliquée depuis 50 ans, ça a donné quoi? Ça a donné la création, je ne vais pas toutes les citer, mais on a eu en 86, à la demande de la municipalité d'Aix-les-Bains, la création d'une usine d'eau, d'embouteillage d'eau minérale sur cette commune.
On a réalisé, on peut parler du sauvetage de la laiterie Saint-Père en 90, qui avait été fondée en 1905 en Loire-Atlantique, qui collecte 250 millions de litres de lait par an et qui fait travailler 400 éleveurs dans un rayon de 100 km. On est rentré au capital de Monique Ranoux. Monique Ranoux, c'est la première entreprise en France à développer la charcuterie libre-service. Elle est installée à Quimper et elle est née en 1905. Elle est toujours évidemment en activité et emploie plus de 600 salariés actuellement. Le premier bateau, ça remonte à 93. Ça remonte à 93, c'était le commandant Gué et ça a été transformé en Kerguelen de Trémarec. Et ça a été le début, évidemment, du rachat de plusieurs bateaux et de construction de bateaux pour en avoir aujourd'hui une quinzaine. Et puis récemment, et je vais terminer là, dans les exemples, en 2022, on a racheté Saint-Mamet. C'est connu, c'est une marque, j'allais dire, nationale qui fait de la transformation de fruits, partenaire de plus d'une centaine d'arboriculteurs dans le sud-est de la France. Et bien, aujourd'hui, c'est aux mains des mousquetaires. Au fil de ces années, de ces 50 ans, on a constitué l'un des premiers acteurs agroalimentaires français. Les classements nous donnent des fois la 4e place, la 3e. En tout cas, retenez qu'il y a 12 000 salariés sur le pôle industriel, 56 usines et on est à 4,7 milliards de chiffre d'affaires réalisés sur ce pôle industriel. Bien évidemment, on est en lien avec le monde agricole. Je crois que ce matin, Carrefour citait le chiffre d'1 milliard d'achats directs en tant que distributeur. On est à peu près dans ces eaux-là. Mais nous, on y ajoute 1,7 milliard d'achats de matières premières pour réaliser évidemment nos productions d'abattage, nos productions dans les usines. Et donc, ça nous met à 2,7 milliards, ce qui nous place certainement comme le ou l'un des plus gros acheteurs de produits agricoles en France. On investit évidemment c'est pas des dizaines, c'est des centaines de millions d'euros dans nos usines pour maintenir évidemment le niveau de productivité qui est nécessaire pour proposer les meilleurs prix et la meilleure qualité à nos clients. Et donc, je le redis, on est le premier fabricant de marques propres en France. Ça va des produits laitiers, parce que je n'ai pas détaillé les 56 activités, mais ça va des produits laitiers, charcuterie, glace, produits de la mer, steak haché, eau minérale, source, viennoiserie. Donc, vous voyez que la palette d'activités dans notre pôle agro est diverse et variée. Revenons maintenant au sujet qui nous intéresse. Quel lien ou quelle particularité du modèle des mousquetaires avec le monde agricole? On considère que depuis toujours, on a un lien étroit du fait de ce pôle industriel. Donc, on a su répondre présent lorsqu'il y a eu des crises. La première, c'était, on a le souvenir, en 78, il a fallu écouler des surproductions. On a répondu présent. On a été présent lors du Covid. On a été présent lors du gel en 2021 sur des surproductions d'abricots, de pêche, de nectarines. Ou encore en 2022 lors de l'épisode de sécheresse qui nous a conduit à augmenter le prix de vente du lait. Et on a fait un choix politique, j'allais dire, assuré d'arrêter le premier prix. Quand bien même il y a un sujet de pouvoir d'achat, en 2022, nous faisions le choix d'arrêter la fourniture de premier prix pour soutenir nos éleveurs partenaires. Notre engagement auprès des agriculteurs se matérialise aussi par un programme qui s'appelle Producteurs d'ici. Et ça permet à chaque indépendant de travailler en direct avec des producteurs. Ça a été développé fortement pendant le Covid où, vous le savez, les producteurs avaient du mal à écouler, notamment vers la restauration collective ou les restaurants. Donc ce programme, aujourd'hui, permet d'avoir 7500 agriculteurs qui travaillent en direct avec nos chefs d'entreprise, qui ont la totale liberté, évidemment, d'avoir ce type de contrat. On a développé, depuis 2018, un autre sujet qui s'appelle le contrat « Les éleveurs vous disent merci », qui vise à mieux rémunérer les producteurs. Donc en gros, c'est qui le patron version marque de distributeur. Ça a été créé en 2015 parce qu'il y avait une crise sur le monde agricole, sur la filière laitière. Cette marque a évidemment trouvé son public. Et aujourd'hui, on a décidé, ces dernières années, on l'a développé à une trentaine de produits. Donc, ce n'est pas que le lait, c'est les œufs, la volaille, le miel, le jambon, la côte de beurre, le steak haché, bref, une multitude de produits qui travaillent cette gamme. Les éleveurs vous disent merci. Et donc, c'est 4 millions d'euros qui ont été reversés en 2022 à plus de 900 producteurs qui étaient engagés dans cette démarche. À l'échelle du groupement, nous sommes probablement, je l'ai dit tout à l'heure, l'un des acteurs qui s'approvisionne le plus en produits agricoles français, à deux niveaux, je le reprécise, au niveau évidemment de l'enseigne et des points de vente, mais aussi dans notre sourcing pour Agro-Mousquetaires. Donc si je fais un focus sur les points de vente et la centrale d'achat, 100% de la MDD
d'Intermarché ou de Netto est produit en France. 75% de nos fruits et légumes, et j'enlève les produits exotiques, sont d'origine française. 95% de la volaille est d'origine française, allant jusqu'à 100% en MDD. Et on a localement, puisque nous sommes des indépendants, je venais de le dire, la liberté d'acheter à qui on veut. Et donc, on a 8 à 10 partenaires de producteurs locaux qu'on a sur chaque Intermarché ou Netto. Ce sont 15 000 éleveurs aujourd'hui qui travaillent avec Agro Mousquetaires. C'est un sourcing qui est tourné au maximum vers les produits français. Donc sur la partie amont agro, les chiffres sont les suivants. 100% du lait. Il n'y a pas un lait pâturage qui ne vient pas de France. 99% du bœuf et du porc est également d'origine française. Pour ce qui est de l'agneau, on est à 71%. Et donc le sujet pour sécuriser les revenus du monde agricole, pour nous, une des solutions, c'était la contractualisation. Donc on l'a fait dans plusieurs filières. Donc je peux tout de suite vous donner le niveau d'avancement. Dans le lait, on est à 90% contractualisé. Dans le porc, on est à 60%. Dans le jeune bovin, à 41%. Dans le blé, à 20%. Et à titre d'exemple, dans le porc, on a construit un contrat qui, depuis 2016, permet d'avoir un tunnel de prix qui sécurise évidemment la trésorerie des 200 éleveurs engagés lorsqu'il y a une chute de cours. C'est un contrat qu'on a construit en partenariat, en co-construction avec les éleveurs. On avait pris aussi un prof de l'INRA de Rennes, de l'agro de Rennes, pour nous aider à calculer toutes ces courbes. Et aujourd'hui, ça fonctionne depuis 8 ans et on a un taux d'adhésion qui est important. Vous dire également que notre avenir, on y travaille avec le monde agricole. Donc, on a créé une association qui va être Agri Mousquetaires, avec une ambition, c'est de porter des actions en soutien au monde agricole sur 2 thématiques, la transition agricole et environnementale, et puis l'installation de nouveaux éleveurs. Donc, l'objectif, c'est de collecter des fonds et de permettre effectivement ces transformations et ces installations de nouvelles fermes. On va également approfondir nos relations économiques avec nos partenaires agricoles, avec l'idée d'augmenter le taux de contractualisation. Vous l'avez vu, on n'est pas encore à 100%, donc on va se donner des marges de progrès pour tendre à tout contractualiser. Et puis, il est important aussi de dire que cette contractualisation, évidemment, sécurise les revenus du monde agricole. Et donc, c'est la solution qu'on souhaite apporter pour améliorer le revenu de nos partenaires. Nous agissons avec l'idée que la grande distribution, elle a bien sûr une responsabilité dans la chaîne alimentaire et une responsabilité sur le revenu du monde agricole. Donc, on est totalement sponsor de la démarche Origine Info que porte la ministre Olivia Grégoire. On a d'ailleurs en 2020 créé ce qui pouvait être précurseur de l'Origine Info, quelque chose qu'on avait appelé le Franco-Score, où sur nos produits fabriqués en France avec nos usines, on indiquait déjà ce taux de matières premières agricoles issues de l'agriculture française. Aujourd'hui, on est intimement convaincu que la préservation de la souveraineté alimentaire est compatible avec la défense du pouvoir d'achat. On n'oppose pas les deux. On l'a prouvé en 2023 avec un sujet d'inflation qui était là, inflation à 2 chiffres, de l'ordre de 20%. Eh bien, on a aussi proposé des prix tout en sécurisant le revenu de nos agriculteurs, en tout cas ceux qui travaillaient avec Agro Mousquetaires. Je vous l'ai dit, on est un acteur central des territoires et donc face à la crise qui est effectivement encore présente, on souhaite co-construire des solutions pour continuer évidemment à trouver le juste équilibre. On a été plutôt sponsor et fervent défenseur des Egalim 1 et 2. Donc on a soutenu ces démarches avec la volonté d'améliorer le revenu du monde agricole. On considère que sur certaines filières, ça a vraiment payé et apporté ses fruits. Et sur d'autres, je pense qu'on peut effectivement encore se dire qu'il y a un peu de boulot et il y a des choses à améliorer. En tout cas, on voit dans la perspective d'un Egalim 4 une opportunité d'aller encore plus loin. Et donc, c'est pour ça qu'on trouve évidemment intéressant de réfléchir avec les parties prenantes pour apporter des solutions. Et sur cet Egalim 4, et ce sera ma conclusion, nous, on considère que la préservation du revenu des agriculteurs passera par plusieurs choses. La première, c'est peut-être de contractualiser encore plus, d'aller plus loin sur certaines filières.
Le deuxième point, c'est de considérer qu'il faut une plus grande directivité dans les relations, entre les agriculteurs et les transformateurs, avec une date butoir préalable à les négociations qu'on peut avoir, nous, les distributeurs, avec les industriels. La troisième proposition qui pourrait être la nôtre serait la suppression de l'option 3 concernant la sanctuarisation de la MPA pour qu'on assure une totale transparence et qu'on travaille évidemment la construction du prix en marche avant. La poursuite du SRP plus 10, on y est favorable. On pense que c'était une bonne mesure et donc on pense qu'il faut la conserver. En revanche, en ce qui concerne l'encadrement des promos, s'il faut avoir une position, on est totalement favorable à la maintenir sur les produits alimentaires, beaucoup moins sur le DPH, où on pense que la déconsommation actuelle n'apporte rien à la solution, enfin en tout cas sur ce secteur, n'apporte rien à la solution du revenu du monde agricole, et donc on est favorable à sa suppression. Enfin, l'origine info, c'est une très bonne mesure et on pense qu'il faut la pousser, pas que chez nous, mais évidemment chez l'ensemble des industriels. Et puis pour que la loi Egalim rapporte le plus possible aux agriculteurs, on pense qu'il faut aussi l'élargir à l'ensemble des débouchés du monde agricole, c'est-à-dire pas que la grande distribution, mais également la RHF, la RHD et tous les secteurs, puisque je crois que la GD doit représenter seulement 50% des débouchés agricoles. Voilà, j'en ai fini. J'essaie de tenir dans le quart d'heure proposé et nous sommes bien sûr disposés à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on revienne au sujet de la part de la production française dans ce que vous distribuez. Peut-être rester sur vraiment des produits emblématiques pour être bien sûr d'avoir compris les chiffres que vous avez donnés. Est-ce que vous pouvez nous redire sur le bœuf et la volaille, par exemple, de viande emblématique, quelle est la part de production française qui est distribuée chez vous? Alors, Gwen Van Ottegen complétera, mais en fait, à chaque fois, je vais vous faire le distinguo entre ce qui est distribué en point de vente sans transformation par notre pôle industriel, de ce qui peut être acheté, évidemment, au niveau de l'agro et qui arrive après en point de vente. Sur la viande de bœuf, 100% des abattages et Nathalie complétera, sur les abattoirs du groupement sont d'origine française. C'est le cas sur le porc également et la charcuterie de notre marque Monique Ranou est 100% française. C'est pas le cas de toutes les marques nationales. Il y a des grandes marques nationales, on sait que c'est 60% français, 40% espagnol ou allemand. Nous, la réalité, c'est que c'est 100% d'origine française et essentiellement en Bretagne. Pour ce qui est, donc ça c'est pour... Par exemple, juste là-dessus, pour bien comprendre, Ouais. qu'il n'y ait pas de... Parce que ce matin, on a eu un débat en fait un peu plus compliqué que la présentation qui a été faite par Carrefour. Quand on parle du porc et du bœuf, là, c'est tout le bœuf qu'on retrouve sur vos étals en magasin. Ou est-ce que c'est juste ce qui est, on va dire, ce qui est abattu par Intermarché? Pour bien comprendre ce qu'il y a derrière ces 100%. Alors, déjà, agro, j'imagine au niveau des abattoirs, à 90%, l'écoulement se fait chez nous. On en vend très peu à Carrefour et à Auchan, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ce qu'on vend en dehors des enseignes Intermarché Netto, c'est de la restauration ou c'est un petit peu d'export. Mais pour ce qui est évidemment de la viande qu'on a dans nos boucheries traditionnelles ou en libre service, ça vient de nos abattoirs. Et là, le sourcing, Nathalie, si tu veux bien confirmer, il est à 100% sur le porc. Ou alors, 80... tout ce qui est abattu dans nos abattoirs. Pardon. Oui, donc tout ce qui est abattu dans les abattoirs du groupement sont des appros français, donc qui viennent soit de coopératives, soit de commerçants quand il s'agit de la viande bovine, soit d'éleveurs pour lesquels on a contractualisé en direct. Donc tout ce qui est vif et qui rentre sur nos outils de production est français. Ensuite, on peut avoir, et c'est le 1% des compléments d'achat de minerais quand on n'a pas suffisamment pour compléter, notamment sur de la langue de bœuf aujourd'hui. Voilà, mais c'est anecdotique. Donc en tout cas, ce qui sort de chez nous est bien 100% français en porc et bœuf. Porc, bœuf, et sur la volaille? Je vais laisser Gwen, mais sur la volaille, on n'a pas, pour le coup, on n'a pas d'usine. On a notre marque propre qui est 100% française. Et puis, on travaille après avec des LDC et autres fournisseurs qui sont essentiellement français. Mais tu peux compléter, Gwen?
Ouais, je pense que la question est bonne. En fait, là, on vous parle des produits à nos marques ou des produits que nous fabriquons. C'est-à-dire, les produits que nous fabriquons viennent aux usines, s'approvisionnent essentiellement, quand on le peut, en France. Et puis, les produits à nos marques, en particulier sur les produits frais traditionnels, hein, ceux qui sont vendus en vente assistée ou en fraîche découpe en point de vente, eux, effectivement, c'est la proportion qu'on vous donne. Il y a évidemment des produits transformés, notamment sur l'épicerie, sur lequel, en MDD, on est en approvisionnement français comme on vous le donne là. Par contre, effectivement, sur les grandes marques nationales, soit on a la transparence, soit on ne l'a pas complètement. Et donc, on n'est pas capable de vous donner des ordres de grandeur sur les grandes marques nationales. Et Donc, ce sont sur les Et produits. sur volaille, si on MDD. reste dans, on va dire, le même cadre que bœuf et porc, volaille, du coup, vous Oui, l'aviez oui. dit, je crois, c'était combien? Pour moi, la volaille sur notre marque volaille est 100% française, d'origine française. Quand bien même on n'a pas, et voilà, vous avez bien compris, on n'a pas une usine qui fait la volaille, mais on a un cahier des charges où évidemment on s'adresse à des fournisseurs à qui on demande un cahier des charges 100% français. Très bien. Et sur les fruits et légumes, on va dire tempérés, je mets de côté ce qui est exotique, donc ce qui est compliqué à produire en France. Et sur fruits et légumes tempérés, c'est quoi le ratio à peu près? Enfin, On a les sur- ratios. Là, on a essayé de vous donner les chiffres les plus précis. Sur la moyenne de nos bases, parce que d'une région à l'autre, ça peut varier, on est à 75% de nos fruits et légumes qui sont d'origine française. Et l'hiver, ça descend entre 55 et 60%. Et là, vous comprenez ce qui est exotique ou c'est juste ce qui est tempéré? Là, c'est hors exotique. Hors exotique. Hors exotique. Ouais. Et sur Bon, enfin, je fais un commentaire hein, comme ça à brûle pour point. Autant je trouve que sur les viandes, bon, on est dans la maille, enfin des moyennes françaises, voire même un peu mieux pour la volaille. Autant ce qui est étonnant, c'est que sur les fruits et légumes, en plus, si on exclut l'exotique, là, on est en dessous des capacités de production françaises. Et du coup, là, moi, la remarque que je fais, hein, c'est parce que les fruits et légumes, c'est une des filières problématiques qui a été identifiée et où bon, il y a ce débat la poule et de l'œuf, quoi. C'est-à-dire que est-ce que c'est une filière qui est en souffrance parce qu'on n'est plus à l'autosuffisance hein, sur les fruits et légumes tempérés. On a des ordres de grandeur, bon, 80, un peu au-dessus de 80% de taux d'auto-approvisionnement. Bon, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de demande qui vient de la distribution et du coup les filières ne sont pas assez structurées, ne s'organisent pas comme il faut, ou c'est parce qu'il n'y a plus assez de capacité de production et donc vous êtes obligé d'aller voir ailleurs et de vous approvisionner à l'étranger. Mais les fruits et légumes, c'est quand même un débat qui a été emblématique de la crise agricole. Donc, ça m'intéresserait de savoir, vous, quelle est votre lecture sur cette filière, enfin ces filières-là, parce que tous les fruits et tous les légumes. Mais voilà, vous êtes même un peu en dessous d'ailleurs des moyennes des capacités françaises. Donc, je dirais, peut mieux faire, voilà, de ma condition. Mais quel est le problème? C'est la poule ou l'œuf le problème? Je peux apporter un éclairage, notamment au niveau du périmètre. Nous, on a la spécificité d'avoir des points de vente indépendants, des chefs d'entreprise indépendants qui peuvent s'approvisionner ailleurs. Et donc, les chiffres qu'on vous donne, c'est effectivement les approvisionnements de la centrale d'achat. Mais en vérité, vous avez l'ensemble de nos points de vente qui travaillent avec plus de 7000 producteurs ou TPE, PME françaises dans ce qu'on appelle la démarche producteur d'ici. Et donc, ces éléments-là, on ne peut pas les consolider. Hein. Et donc, effectivement, lorsqu'ils travaillent leurs fruits et légumes en approvisionnement producteur d'ici, c'est-à-dire avec des producteurs qui sont à moins de 70 km de leur point de vente, et on a un point de vente tous les 12 km, hein, on a maintenant 2200 intermarchés, 400 netto. Ils ne sont pas dans les chiffres qu'on vous donne. Après, dans les chiffres qu'on vous donne pendant la saison, en fait, nous, dès qu'on peut, on s'approvisionne en produits français, on monte jusqu'à 80%. Et puis, effectivement, Thierry, tu le disais, ça c'est hors exotique. Hein. Et puis, effectivement, plutôt l'hiver, alors on est plutôt sur 70% l'hiver, effectivement. Mais dès qu'on le peut, nous, on va sur des fruits et des légumes français. Et ceci est complété en termes de pourcentage, c'est peut-être la différence que vous avez avec des groupes intégrés sur de l'approvisionnement local. Mais justement, sur les fruits et légumes, en plus, vous avez dit dès le début de votre introduction que votre groupe Les Mousquetaires avait la particularité d'être aussi un peu dans la production et que ça fait partie de l'histoire de l'entreprise. Est-ce qu'à un moment où on se dit, bon, filière fruits et légumes en difficulté, il faut faire quelque chose,
collectivement, on doit être plus ambitieux, plus patriotique là-dessus. Et alors, est-ce qu'il y a des réflexions, ou est-ce que vous pourriez avoir des réflexions? Pour un moment, on se dit, bon voilà, en 10 ans, en 20 ans, on fixe un objectif d'arriver à 90%, voire après, comme vous le faites sur d'autres productions, à 100% de production française. Mais avec la force de frappe que vous avez, est-ce que là, vous n'avez pas une responsabilité aussi vis-à-vis de l'agriculture française? C'est-à-dire, vous, de lancer un mouvement et pour ensuite restructurer des filières ou aider des filières à se développer? Alors c'est vrai que la statistique que j'ai donnée est certainement à améliorer versus mon collègue de Cavaillon. C'est sûr que le melon, il n'est pas dans ces statistiques-là, il n'achète rien à la centrale, il prend tout en local, donc ça améliore et on est peut-être un peu plus près de la statistique des confrères. La réalité, c'est que sur le fruits et légumes, qui est un rayon hyper stratégique, on le met en entrée de magasin. On dit que c'est le poumon. En fait, si tu as un très bon fruits et légumes en qualité, en prix, évidemment, ça draine des consommateurs. Et c'est pour ça qu'il est en entrée de magasin. La réalité, c'est qu'on a cette double équation, c'est-à-dire on veut la qualité, le sourcing français, mais il y a aussi ce sujet de prix. Et il y a un écart de compétitivité qui peut être flagrant si on prend la tomate grappe ou la fraise à certains moments de l'année en pleine saison versus l'espagnol, pour toutes les raisons que vous connaissez. Et là, après, on est sur un sujet de compétitivité de la filière. Vous avez raison, on a une part de responsabilité. On en a d'autant plus qu'on a ou pas la volonté de développer le pôle végétal. Et donc, je vais vous rassurer, puisque en fait, on a 5 grands pôles. Nathalie pourra compléter. Le pôle marais, avec un sujet aussi qu'on pourra aborder, parce que c'est une filière qui est déficitaire en réalité, et qui est en difficulté en France. Mais nous, elle est importante pour nous, parce qu'elle véhicule notre image. Les gens savent qu'on a des bateaux chez Intermarché. La filière carnet, qui est extrêmement importante, parce qu'on doit être après Bigard, je pense qu'on a 7 abattoirs, on est certainement l'un des plus gros, c'est 3000 salariés. Donc, bien évidemment, on a une responsabilité vis-à-vis des agriculteurs, vis-à-vis des 3000 salariés. Et donc, c'est pas prévu de faire marche arrière, quand bien même il y a des fois des sujets qui sont liés à la filière. Et puis, la vision qu'on a, et c'est pour ça que c'est peut-être rassurant sur le sujet du monde de la production arboricole, c'est que le pôle végétal fait partie du 5e pôle qui est plutôt récent dans le groupement des mousquetaires et qu'on va pousser. C'est-à-dire s'il y a un pôle qui est stratégique sur lequel on va y mettre des moyens, c'est le pôle végétal, parce que la protéine animale, voilà. Mais surtout, c'est ce qui nous a conduit à racheter Saint-Mamet. Saint-Mamet, on s'est quand même posé la question en 2022. Ça sortait d'un LBO. Est-ce qu'on y va, on n'y va pas? Et finalement, on y est allé. C'est plus de 100 producteurs qui sont partenaires, évidemment, de l'usine. Et on croit qu'évidemment que si on ne l'avait pas repris, elle aurait été en difficulté, cette usine. Et donc, si elle avait dû fermer ou pas être revendue, effectivement, les producteurs auraient eu un problème à écouler. Donc, notre enjeu, quand on rachète Saint-Mamet, c'est que nos confrères jouent le jeu aussi, parce qu'en fait, alors c'est plus ou moins le cas aujourd'hui, quand l'usine est détenue par Intermarché et que c'est une marque nationale, comme on vient de le faire, c'est assez rare, on rachète plutôt des marques qui font de la marque de distributeur, on n'est pas à l'abri qu'un concurrent dise « Attends, c'est une usine des mousquetaires, il est hors de question qu'on lui fasse faire du volume ». On a un concurrent qui a fait ce choix-là. Donc, on a perdu les volumes en disant c'est un concurrent, donc on arrête de bosser avec Saint-Mamet, on déréférence. Donc, on a eu cette mauvaise surprise. Mais on a l'intime espoir que et on doit les revoir d'ailleurs, ces distributeurs, les appeler à leur responsabilité, parce qu'effectivement, ils peuvent ne pas bosser avec nous, mais c'est des agriculteurs qui vont être encore plus en difficulté si on n'écoute pas les fruits en sirop de Saint-Mamet. Donc c'est notre problème. Mais en tout cas, je peux vous rassurer sur le fait que le pôle végétal est un pôle sur lequel on investira pour les 10 ans qui viennent. En tout cas, c'est dans notre plan stratégique. Pardon. Merci. Alors, je reviens sur les chiffres, sur la viande bovine et sur le porc, si j'ai bien compris, parce que je crois qu'il y avait une confusion entre ce qui passe par vos abattoirs et ce qu'on retrouve en rayon. Et la question, c'est bien sur ce qu'on retrouve en rayon. Et donc, est-ce qu'on comprend qu'il y a aujourd'hui sur les produits frais, pas on parlera après des produits transformés, mais on retrouve dans vos rayons 100% de viande bovine d'origine France, pareil pour le porc et pareil pour la volaille. Pardon, excusez-moi. Hop.
Pardon. Dans la vraie vie, on n'est pas à l'abri d'avoir de l'angus irlandaise, mais c'est un choix de commerçants individuels et ça représente peut-être 5% des ventes qui complètent l'appro qu'on fait par nos usines. Mais l'essentiel de la production vendue par un Intermarché, à 90% vient de nos usines, et dans les 10%, ça peut lui arriver d'avoir une origine qui soit pas française parce que la qualité, je sais pas, ou alors la réalité, c'est que le gigot d'agneau, essentiellement français, proposé évidemment par la centrale, mais un indépendant peut aussi faire le choix de la Nouvelle-Zélande parce qu'ils veulent faire à 9,95 parce qu'il y a des familles qui ont besoin de ce prix-là. Donc, c'est toute la dualité. Nous, on a un schéma directeur franco-français pour pousser, mais on a un système d'indépendants qui laisse la liberté. Mais je suis sûr que quand bien même on relèverait et on ferait des comparatifs, il y aurait toujours beaucoup plus d'origine française de par la présence des produits de nos usines dans les rayons. Donc c'est pour moi anecdotique. On n'est pas à l'abri, en tout cas pour la volaille, ça n'existe pas. Vous pourriez peut-être tomber sur 2 Intermarchés qui auraient de la volaille d'Ukraine, mais c'est vraiment une exception puisque on est quand même vachement vigilant, on regarde, on a aussi des forces de vente qui tournent dans les magasins et on est à peu près sûr que sur la volaille, ça déconne pas et on est franco-français puisque les cahiers des charges qu'on donne à nos fournisseurs sont dans ce cahier des charges. Merci, merci beaucoup. Alors, pendant la mobilisation agricole, il y a des agriculteurs qui ont fait des opérations diverses et variées, dont un dans un de vos magasins dans les Côtes d'Or, où ils ont réussi quand même à remplir un caddie entier. Il y avait la viande bovine allemande, du porc irlandais, du poulet de Belgique. Alors, je peux croire que ce soit l'initiative individuelle d'un indépendant, mais en tout cas, vos chiffres sont un peu à tempérer sur le fait que vous êtes sur une démarche de centrale, mais qu'après, on n'a pas les chiffres réels dans les magasins, quoi. C'est ça le... On précise bien que ce sont sur nos MDD, hein, donc sur la vente assistée, c'est-à-dire sur les bancs frais traditionnels, c'est essentiellement nos produits, donc les stats qu'on vous donne sont celles-ci. Sur différents marchés, par exemple le jambon, en fait, effectivement, si vous prenez une marque nationale, nous on parle de notre MDD, ce dont nous on est responsable en termes d'approvisionnement. Si vous prenez une marque nationale, il est possible que effectivement le jambon vienne d'Espagne, ou sur d'autres marchés que effectivement sur les marques nationales l'approvisionnement soit pas exactement le même. Là, les chiffres qu'on vous donne, c'est sur des rayons sur lesquels on maîtrise l'approvisionnement parce qu'on est en MDD ou parce qu'effectivement on approvisionne nous-mêmes les rayons frais traditionnels de nos points de vente. Bon, mais merci. C'était un peu le même problème que ce matin avec Carrefour, c'est que oui, pour être complet, il faut rajouter les MDD, cette politique au niveau national, mais qui n'est pas forcément la même sur certains des magasins. Mais moi, la question, c'était bien ce qu'on retrouvait en rayon, donc c'était évidemment avec les marques nationales et pas seulement sur les MDD. Vous avez parlé sur les produits transformés, sur les marques nationales, vous n'aviez pas forcément l'origine des viandes. Alors, peut-être sur l'étiquetage, c'est-à-dire que vous nous dites que sur l'étiquetage, on n'a pas forcément l'origine de la viande dans un produit transformé, je parle bien. Mais dans les contrats que vous passez avec ces marques nationales, est-ce que ça fait partie des demandes que vous pouvez éventuellement leur formuler, au moins que vous soyez informés de l'origine de la composition de ces produits transformés? Ce qu'on sent d'une manière générale, c'est que nous, on y est favorable parce qu'on considère que c'est un facteur de différenciation. C'est-à-dire que c'est un investissement qu'on fait que d'avoir agro. C'est un investissement contractualisé. Et on se dit, plus on aura l'obligation d'imposer la transparence sur l'origine, plus ça nous est favorable parce que, quand bien même, vous avez compris, il y a l'indépendant qui peut compléter ce que Intermarché lui propose. Mais en amont, par nos outils, c'est Made in France. Donc, on a tout intérêt à revendiquer ça. Ce qu'on sent pour, évidemment, être dans les instances qui proposent tout ça, c'est que nos industriels sont plutôt réticents à la démarche. Donc ça, il faut leur poser la question. Je pense que certains y voient un moyen, effectivement, un exercice imposé qui leur empêcherait d'avoir un coût de production qui soit moindre et qui ne soit pas au service de son modèle économique. Nous, on aimerait bien qu'il y ait, évidemment, et je vais laisser Gwen conforter, on n'a aucune obligation, évidemment, à imposer un cahier des charges, mais ce qu'on incite fortement, c'est au même titre qu'on avait proposé à nos industriels d'être vertueux sur le Nutri-Score, c'est d'être transparent sur aussi l'origine,
mais c'est pas aussi simple que ça, parce qu'au gré aussi des saisons et de la volatilité du prix de la matière première, le sourcing peut changer, quoi. Et la proportion peut évoluer d'un produit à l'autre. J'aimerais dire que sur les PME, TPE, on a plutôt une bonne visibilité et plutôt un jeu sur le Made in France, sincèrement. Sur les grands groupes, ça dépend. Il y a des vrais engagements aussi de grands groupes sur du Made in France, avec une vraie transparence sur les approvisionnements, et puis un engagement qui se voit en PAC, mais aussi sur les cahiers des charges. Et puis il y en a d'autres qui donnent la faculté et la capacité de changer en fait leur approvisionnement en cours d'année. En fait, nous, on ne contracte pas un approvisionnement pour toute l'année. Donc ça peut être une pomme d'origine française dans les compotes ou dans les confitures de l'abricot français quand on négocie, et puis 3 mois après, ça peut venir d'un pays effectivement de l'Est. Donc je ne dis pas que c'est généralisé, il ne faut pas faire de généralité, il y a vraiment des grands groupes aussi qui s'engagent sur le Made in France, bien sûr, et sur la qualité, sur effectivement des contrats tripartites, pluriannuels avec l'amont agricole. Il y a encore des grands groupes effectivement qui ont des difficultés à s'engager sur cette lisibilité-là, il n'y a pas de... Je veux dire, c'est pas les grands industriels s'engagent pas, c'est pas vrai. Il y en a qui s'engagent, il y en a qui s'engagent beaucoup moins. Voilà. Et nous, évidemment qu'on a la capacité à référencer ou pas référencer, mais quand vous avez une grande marque de jambon qui est leader sur le jambon, on peut très bien diminuer l'assortiment, mais on aura toujours des produits de cette marque-là. Voilà, même si effectivement le porc vient d'Espagne. Merci. Alors, ce qui peut être quand même une difficulté pour la construction de l'origine score, c'est-à-dire que si effectivement l'origine des compositions peut varier, ça va être une difficulté dans l'étiquetage. Et à ce propos-là, je suis tombé sur un communiqué que vous aviez publié le 19 novembre 2019 sur le lancement d'un Franco-score. Est-ce que cette idée a pu perdurer? Parce que je ne suis pas spécialiste de la grande distribution, je ne sais pas si on le retrouve aujourd'hui dans vos rayons, mais est-ce que c'était une idée qui n'a pas pu être menée à son terme, ou est-ce qu'aujourd'hui elle perdure? Quand on l'a lancé, on s'est dit notamment sur la MDD, je vous ai dit, on est certainement le premier fabricant de MDD en France, on s'est dit c'est notre responsabilité de montrer la voie. Et donc on avait espéré qu'on soit suivi. Alors ça arrive 4 ans plus tard et on en est ravis parce que ça va s'appeler Origine Info. L'expérience qu'on a aussi par cette évolution de cahier des charges en fonction de la saisonnalité ou de la pro, c'est qu'on pense qu'il faut probablement digitaliser l'information par un QR code qui donne vraiment de la flexibilité à l'industriel, qu'on est aussi, puisqu'on fabrique nos MDD, plutôt que de le mettre sur un pack où on sait bien que c'est des séries, et donc il faut écouler les séries, sauf que si au bout d'un certain temps, l'origine venait à être modifiée parce que raison climatique ou sourcing ou prix, etc., on n'aurait pas jeu de jambes avec un pack qui serait imprimé, alors qu'un QR code, on peut, d'un point de vue information digitale, être beaucoup plus réactif. Donc l'expérience qu'on a eue du Franco-score nous a amené à proposer à Olivier Grégoire et son ministère d'être sur un système évidemment qui soit digital et pas on-pack, même si sur le pack on peut évidemment mettre des informations, mais c'est ce qu'on a retenu de cette expérience-là. Et on était alors nous en fait, il faut bien comprendre qu'on avait eu cet enjeu. Moi à l'époque j'étais président d'Intermarché, on avait lancé un programme qui s'appelait Biprod, et en fait il y a 5-6 ans le sujet c'était pas le pouvoir d'achat, c'était pas le prix, et on sentait qu'il fallait faire de la MDD. On a été pendant des années des MeToo, des copieurs de marques nationales, et on disait non c'est Me Better. Et donc moi j'avais demandé à ce qu'on refasse en 360 toutes nos gammes, et on comparait nos produits MDD avec les marques nationales, et on se disait c'est pas que le goût, ça doit être l'origine qui doit être française, on doit avoir un travail évidemment sur le packaging pour moins consommer de plastique. Qu'est-ce qu'on fait pour l'agriculteur? Donc, est-ce qu'on rémunère mieux et on fait un contrat merci? Est-ce que sur le bien-être animal, on est clair? Donc, en fait, chaque chef de produit avait été objectivé à améliorer, évidemment, sa MDD sous 1, sous 2 ou sous 3 items que je viens de vous citer. Et l'enjeu qu'on a aujourd'hui, ce serait de faire fi de tout ça et de faire marche arrière. Et la consigne qu'on a passée, n'est-ce pas, Gwen et Nathalie, c'est de dire il faut qu'on mène les deux combats. Ce serait tellement simple de revoir le cahier des charges et de faire du moins bien manger à moins cher que c'est le défi qui nous attend, c'est-à-dire comment continuer à acheter français, comment continuer à faire du mieux manger à des prix accessibles quand on sait la pression sur le pouvoir d'achat. Donc effectivement, le boulot qu'on a fait il y a 4 ans ou 5 ans, on espère surtout ne pas devoir le plier dans les mois qui viennent, quand bien même il y a une pression sur le pouvoir d'achat.
Merci beaucoup. Peut-être sur les, enfin, vous nous dites que le QR code vous arrangerait parce que vous êtes fabricant de MDD, mais si vous avez 100% d'origine France, vous avez plutôt intérêt à valoriser par un drapeau français qu'un QR code qui est beaucoup moins lisible, quoi. Et est-ce que, alors je vais essayer de regrouper un peu mes questions, et est-ce que vous avez pu étudier l'impact de l'origine France, et est-ce que vous avez une étude statistique sérieuse pour affirmer aujourd'hui que aujourd'hui l'origine France c'est vendeur, ce qui a motivé nos choix, mais ce qui peut aussi pour nous législateurs nous aider à défendre cet étiquetage, parce que si aujourd'hui on a la preuve que c'est effectivement un élément important dans le choix du consommateur, c'est d'autant plus, ça renforce l'importance de l'étiquetage. Et j'avais une seconde question, puisque vous êtes premier acheteur sur un certain nombre de productions, vous l'avez cité, hein, avec vos abattoirs, avec le lait. Est-ce que aujourd'hui les indicateurs de coûts de production sont respectés dans les prix d'achat avec ces productions achetées en direct? Peut-être commencer par répondre à votre question sur le Made in France. Made in France, je pense qu'en fait, c'est de la conviction, mais pas que ça, c'est aussi de la constance. C'est-à-dire que la conviction et la constance qu'on a, c'est que le Made in France, oui, est vendeur. Évidemment, ça dépend des produits et des catégories de produits, mais sur les produits traditionnels, le Made in France est évidemment vendeur. Alors évidemment, si vous changez d'avis parce qu'il y a une crise comme celle qu'on a connue ces 2 dernières années, où effectivement les prix de l'alimentation ont bondi de quasiment 20%, et sur lequel effectivement nos clients ont des budgets contraints et donc ont changé, c'est vrai, sur le court terme, leur comportement d'achat, délaissant parfois un peu le Made in France au profit d'autres produits, par contrainte, hein, pas par volonté, forcément vous changez votre fusil d'épaule, et c'est là où effectivement vous n'avez pas la constance. Nous, on n'a pas changé ni sur le bio jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on a les mêmes assortiments, nous on gagne des parts de marché, on continue effectivement à ne pas trop reculer, hein. Le bio, depuis le début de l'année, c'est moins 6%, nous on est à moins 2%, pardon. On recule certes, mais on a cette conviction-là que ça va repartir. Et c'est pareil sur le Made in France, c'est-à-dire qu'effectivement, nous, on n'écarte pas nos cahiers des charges parce que jusqu'à présent, c'est peut-être un peu moins payant avec cette crise du pouvoir d'achat qu'il y a 3 ans, mais sur le long terme, on a la conviction, effectivement, ça le sera. Ça le sera. Et on voit bien que sur certains marchés, notamment produits frais traditionnels, c'est le Made in France qui fonctionne. Sur les marchés plus transformés, c'est plus compliqué de répondre que c'est positif, mais il y a un moment donné, en fait, sur nos marques à nous, sur nos MDD, sur tout ce qu'on vend sur nos produits, nos rayons frais traditionnels, on pense que le Made in France a une valeur et que c'est une raison de fréquentation pour l'enseigne. Voilà. C'était la réponse sur le Made in France. Peut-être que sur la contractualisation des indicateurs de coûts de production, Nathalie, tu peux apporter une réponse? Oui, donc on a une approche avec l'ensemble de nos partenaires sur leurs coûts de production. Alors après, ça fait rentrer un certain nombre d'indicateurs dans les discussions, et après, c'est la proportion que l'on prend. On essaye de travailler sous forme de tunnel, donc aussi bien avec la filière porc qu'avec la filière lait. Mais oui, les coûts de production sont pris en considération, bien évidemment. C'est pris en considération, c'est différent de pas acheter en dessous de ces coûts de production, enfin de ces indicateurs. Je comprends que dans la négociation, ça puisse être un élément dans la relation, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des productions qui sont achetées en dessous de ces indicateurs, notamment les premiers, hein, ceux qui sont donnés par les interprofessions? Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. On est aujourd'hui, en tout cas, sur des relations qui sont de longue durée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la décapitalisation et la baisse du cheptel fait que nos éleveurs, voilà, s'ils ne trouvaient pas effectivement un intérêt à travailler avec nous, pourraient se retourner vers d'autres opérateurs. Donc aujourd'hui, un coût de production d'une exploitation à une autre est très différent. On voit bien qu'on adapte nos discussions en fonction. Si on est en Loire-Atlantique, on n'aura pas la même prise en compte des coûts de production que lorsqu'on est au niveau de la fruitière de Domessin, avec des élevages qui sont en alpage. Donc on a bien cette prise en compte avec nos éleveurs partenaires. On a rejoint les interprofessions, hein, où justement l'idée c'était de travailler ces sujets-là. Moi, il semblerait, mais la FNSEA confirme qu'il y a des filières qui ont eu la maturité de trouver le tunnel, la contractualisation, le prix minimum, etc. Donc le porc, par exemple. Il y a des filières où c'est plus compliqué.
Alors pour quelle raison, je ne sais pas, mais il y a des filières qui ont du mal à établir les... alors est-ce que c'est parce qu'il y a une disparité de coûts de production au sein même de la filière et donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il faudrait d'ailleurs les identifier, ces filières, et c'est plus à... Je pense à la FNSEA de vous les donner, mais on sent qu'il y a quelques filières où c'est compliqué de trouver les bons indicateurs, ou tout au moins la formule qui plaise à tout le monde. Merci. Alors, sur la filière bovine, ils sont publiés. Sur la filière du lait, ils sont publiés. J'ai envie de dire qu'ils ont un certain historique sur la question. Je crois que sur la filière volaille aussi. Donc, on va dire sur les filières principales, il n'y a pas forcément de sujet, mais on en discutait avec l'ancien ministre Stéphane Travers juste avant vous. C'est que dans la loi Égalim 1, il y avait une disposition justement pour empêcher interdire les prix abusivement bas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez connaissance de cette disposition? Parce que, si vous dites non, vous ne serez pas les seuls, donc n'ayez pas de problème vis-à-vis de ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette prise en compte du fait qu'on ne pratique pas de prix abusivement bas, c'est-à-dire d'achat en dessous des indicateurs de ces filières dont je viens de citer, pardon. Alors, en fait, ça amène à la question qui est quand même assez structurante dans la négociation commerciale, d'une marche en avant du prix sur lequel nous on croit. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la transparence du prix auquel nous on va acheter. Je vous prends l'exemple, on va acheter un yaourt. On ne sait pas forcément à quel prix le lait qui est intégré dans le yaourt a été payé. Donc, ce à quoi on croit, c'est que on croit à la transparence. Il faut, à mon avis, aller plus loin sur ce sujet pour que les choses soient claires. Et puis, on croit surtout à un premier niveau de négociation, parce que finalement, si on prend sur 100 des débouchés agricoles, il y en a peut-être 50 qui vont en GD, et au sein de ces 50, en achat direct de produits bruts, on n'est qu'à 20%. 80% passent aux mains d'un industriel qui le transforme et qui nous le vend. Donc on croit, si on veut améliorer le revenu agricole, à un premier niveau de négociation avec finalement les mêmes contraintes. Alors ça paraît bizarre de vouloir quelque chose d'être encore plus dirigé, mais on croit que s'il y avait une date butoir pour dire, par exemple, au 1er décembre, l'ensemble des prix agricoles ont été négociés par les industriels avec des indicateurs qui sanctuarisent les coûts de production en disant on intègre le coût de l'aliment pour un animal, etc., etc. Une fois ce prix établi, il doit s'annexer au CGV et on ne le négocie plus au niveau du distributeur, et ça permettrait de sécuriser certainement le revenu. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a eu le malaise de vivre une négociation 2023 où au 31 janvier, date à laquelle on devait signer, et ben, quand on est avec Lactalis, on a une OP qui nous écrit 3 fois en disant vous ne signez pas parce qu'on ne s'est pas mis d'accord encore sur le prix du lait. Et ça, c'est embêtant parce qu'à la fin, au 31 janvier, quand il est minuit, vous prenez 4 millions ou je ne sais pas combien de millions d'amendes parce qu'on n'aurait pas signé. Donc à un moment, on s'engage et on met une annexe et on dit on voudrait que vous revalorisiez le prix du lait, et donc par rapport à l'expérience qu'on a sur notre laiterie Saint-Père, ce serait bien que vous payiez plus cher le lait et que ce soit à ce prix-là. Ce qui n'arrange pas évidemment une multinationale qui fait de l'export, etc. Parce que évidemment, ça vient certainement mettre de la confusion dans ses marges et son business model. Mais je vous donne cet exemple-là parce qu'on pense qu'un des améliorateurs de Égalim 4 serait, si on parle de marche en avant du prix, de sanctuariser vraiment le prix que l'industriel paye au monde agricole avec les mêmes règles du jeu qu'un industriel a avec un distributeur, c'est-à-dire des dates et des règles du jeu et des sanctions, le cas échéant, si ces dates ne sont pas respectées. Merci. Je vous posais bien la question sur les premiers achats que vous faites avec les abattoirs ou le lait, puisque vous faites du lait en MDD. Bon, c'est l'article 442-7 du Code du commerce, bon, vous confirmez juste que cet article n'est pas connu, mais nous avons juste une confirmation, nous n'apprenons rien. Sur le SRP plus 10, puisque vous l'avez cité, vous savez qu'il y a un débat sur ce SRP plus 10, sur le fait que les marges qui ont été dégagées par ce SRP plus 10 soit bien ruisselé jusqu'au producteur. Est-ce que vous pourriez nous dire, au moment de son application, les marges que vous avez pu dégager grâce à ce SRP plus 10 et la façon dont vous l'avez employé? Je vais le faire de manière très macro et puis Gwen complétera. On pourra vous donner peut-être des chiffres plus précis. Je ne le ferai pas comme on est peut-être visualisé par nos concurrents. Le secret des affaires
le m'autorise pas, mais je pourrais vous donner les chiffres plus précis. Mais je pense en fait que si on prend l'exemple du lait, il y a une partie probablement 50% qui a été à revaloriser évidemment le prix d'achat. Donc là, ça a bénéficié et on a eu un ruissellement. Et une autre partie où nous, en fait, et il y a des observatoires de marge qui sont sortis par l'INSEE ou Bercy qui prouveraient que notre métier, c'est un métier de péréquation. Donc oui, sur certains produits, on a pris 10% de marge, mais comme notre objectif, c'est quand même dans une conquête commerciale de pas forcément avoir un panier qui soit non plus en inflation, au même moment, on a aussi baissé des prix sur des produits qu'on a écoulés plus, de la MDD et autres, puisque évidemment, c'est un sujet de péréquation. L'idée étant que la marge du distributeur, en tout cas chez Intermarché, elle n'est pas passée de 18 à 25. C'est-à-dire qu'on est toujours resté dans un couloir de 18 à 20 et les résultats qu'on publie, on pourra vous donner où LSA le fait, sont toujours de l'ordre de 2%. Donc ça a été en partie réinvesti dans des jeux de péréquation sur un sujet de dynamique commerciale face à nos concurrents et une partie, bien évidemment, en revalorisation sur l'achat, puisque si je prends l'exemple du lait, les années où le SRP est apparu, on n'a pas acheté en déflation, mais on a acheté en inflation, grâce aussi à des positions politiques. C'est-à-dire que moi, j'ai l'exemple d'avoir signé du tripartite avec Bell à l'époque, où Bell était très clair sur sa capacité à revaloriser l'achat du lait. Et donc, à partir du moment où il était transparent, il mettait tout sur la table, on lui a fait confiance et on a eu raison, puisque toutes les années qu'on suivit, on a eu la confirmation de ces éleveurs que les rémunérations avaient été meilleures, quoi. Donc, je ne sais pas si, Gwen, tu veux être plus précis, même si on ne peut pas donner tous les chiffres, mais on les donnera évidemment en parallèle de la réunion. Oui, en fait, quand on regarde tous les produits qui étaient vendus en dessous de 10% et qu'on regarde le gain qu'il y a eu quand on les a vendus à 10% minimum, effectivement, ça fait un gain global. Et après, quand on regarde si ce gain global se retrouve dans le PNL à la fin, il n'y a pas de gain, puisqu'effectivement, il y a eu des filières qui ont été aidées. Alors, tu as parlé du lait. On a aussi signé des choses avec ceux qui faisaient de la compote de pommes en approvisionnement 100% français, par exemple. Donc, il y a eu pas mal de choses sur lequel d'ailleurs on a communiqué à l'époque. Et puis évidemment pour pas être déphasé en termes de prix de vente public, c'est-à-dire quand on fait ses courses chez Intermarché, il ne faut pas que ce soit significativement plus cher, il ne faut pas que ce soit plus cher même que chez nos compétiteurs. Il y a eu aussi des baisses sur certains produits et au bout du bout, effectivement, nos marges n'ont pas augmenté. C'est quelque chose qu'on peut illustrer évidemment si vous en faites la demande. On avait d'ailleurs déjà répondu à l'administration sur ce type de demande, mais on peut évidemment vous faire suivre ça. Merci beaucoup. Si vous pouvez nous transmettre des données, mais peut-être parce que Carrefour avait semblé un peu ce matin, c'est-à-dire que il y a forcément des revalorisations sur les productions agricoles tous les ans, mais peut-être la comparer avec les 2 années précédentes, ce qui nous permettrait de comprendre comment ça s'est passé. J'avais une question sur la question, puisque vous parlez de la péréquation des marges, et j'ai encore 2 points juste à aborder avec vous pour essayer de rester dans les temps. Sur la péréquation des marges, quand nous avons auditionné la filière tomates concombre, ils nous ont bien expliqué qu'il y avait une péréquation des marges qui se faisait alors entre rayons. C'est-à-dire qu'il y a des rayons qui sont plus rentables que d'autres, et c'est pas forcément à l'avantage des productions agricoles et enfin des produits alimentaires, et aussi au sein des rayons. Vous avez cité tout à l'heure le rayon des fruits et légumes, mais pour faire un premier prix sur la tomate, on va prendre la tomate marocaine sur laquelle on va appliquer une marge qui sera plus faible que sur la tomate plus valorisée française, et ce qui revient quand même à dire que le producteur français paye un peu la marge du producteur marocain. Alors, je ne vais pas vous en faire le grief, parce que vous êtes dans un contexte concurrentiel, vous êtes obligé de faire comme tous les autres, c'est ce que nous a expliqué Lidl, et moi, personnellement, je veux bien le croire. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver des solutions quand même là-dessus, sur ces questions de péréquation de marge, où on essaye, encore une fois, de trouver une solution pour pas que ce soit celui qui fait de la haute qualité, et généralement c'est le français. On a vu aussi tout le débat sur les produits bio, où les produits bio avaient des marges plus importantes que sur le reste. Et finalement, puisque nous sommes sur une agriculture qui a été spécialisée sur le haut de gamme, c'est beaucoup plus difficile d'arriver à les vendre dans les rayons que les produits d'importation.
En fait, au-delà de faire comme tout le monde, en fait, on a surtout, nous on fait pas forcément comme tout le monde. L'idée, c'est qu'on a une réalité avec des clients qui ont en fonction de leurs moyens, effectivement, ils achètent telle ou telle tomate, tel ou tel concombre. En fait, c'est qu'on a plusieurs concombres, plusieurs tomates, mais que il faut répondre effectivement aux demandes des budgets plus contraints, parce que c'est eux qui doivent effectivement aussi pouvoir se nourrir aussi bien avec des produits peu transformés. Et donc c'est vrai qu'il faut une tomate plutôt en accès prix et puis des tomates un peu plus premium. Mais en fait le prix de la production française parfois se justifie aussi par rapport à ça. Est-ce qu'on peut travailler sur la péréquation? Oui, on peut travailler sur la péréquation, parce que nous ce qu'on souhaite, c'est justement qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les prix des différentes UB tomates qu'on a en rayon. Il y a un écart, mais il ne faut pas qu'il soit trop important. La réponse, pour le coup, est peut-être un peu contradictoire, parce que s'il y a une demande du consommateur pour la production française, ce système, finalement, n'est pas incitatif à la production française, puisque, encore une fois, le prix se retrouve beaucoup plus élevé, justement, par des marges plus importantes sur les productions françaises que sur les bon, en tout cas, je suis pas un fin connaisseur des rayons fruits et légumes d'Intermarché, mais typiquement pour la tomate, vous retrouvez la tomate marocaine à 1 euro. Et oui, mais enfin, non, mais pardon, mais enfin, si les marges, la marge, je parle bien de la marge en pourcentage, hein, qui est réalisée sur la tomate marocaine pour faire le 1 euro, est quand même plus faible. Alors, à moins que vous soyez sur un modèle différent, mais je ne vois pas trop comment vous arriveriez, mais est quand même plus faible que sur la tomate française qu'on va retrouver à 3-4 euros dans le rayon. Je parle bien de marge en pourcentage. C'est une réalité de marché. C'est vrai que, a fortiori ces temps-ci, où évidemment on se regarde tous sur les prix, et que si le premier prix en tomate est à 1 euro chez Lidl, chez Leclerc et chez Carrefour, c'est très compliqué d'assumer une position d'avoir une entrée de gamme à 1,30 €. Donc le choix qu'on a fait, ça a été il y a quelques années de se dire pourquoi ne pas marketer, finalement, d'avoir une approche marketing sur le fruit et légumes français. Et donc ça nous a amené, et ça pour le coup c'est une vraie différence, c'est qu'on a notre marque Mon Marché Plaisir, ou alors le seul inconvénient de cette démarche, c'est que ça consomme un peu d'emballage, puisque les produits, évidemment, on raconte une histoire, on met le logo Made in France, etc. Mais en tout cas, on a considéré que les deux devaient coexister, puisque vous avez quand même différents profils de clients. Il y a celui qui n'a pas le choix, c'est-à-dire il adorerait acheter de la tomate française, mais il n'en a pas les moyens. Il y a quand même un Français sur deux qui termine les fins de mois où à 10 € près, on y arrive ou on n'y arrive pas. Et puis on a quand même, et on doit s'adresser à eux aussi, des Français qui ont du pouvoir d'achat, et sur lequel, en fait, si on ne markete pas et on ne fait pas voir très clairement le cahier des charges qui va souvent avec le Made in France, on passerait à travers. Donc on a eu cette démarche de différenciation, et on est un des seuls distributeurs à le faire, où on a une marque créée en fruits et légumes avec un sourcing, pour le coup, cahier des charges, tu me confirmes, qui n'est que français sur le marché plaisir. Alors, ouais, je vais compléter la réponse de Thierry, et notamment par rapport à une question que vous avez posée il y a quelques minutes sur comment on soutient effectivement la production française. Alors, je vais peut-être aller un peu loin, mais c'est vrai que pendant la crise sanitaire, pendant le Covid, je pense qu'on a su faire effectivement des opérations de dégagement pour soutenir la production française. On l'a fait à de multiples reprises. C'était toi qui étais le président, Thierry, et à chaque fois qu'on nous a demandé en interprofession d'agir, on agit. Et puis aujourd'hui, en fait, pour défendre le pouvoir d'achat, mais aussi le mieux manger auprès de nos clients, on a décidé chaque semaine, depuis le début de l'année dernière, de faire un fruit et légumes, une viande et un poisson, effectivement, en opération commerciale, le jeudi, le vendredi, le samedi, essentiellement, voire exclusivement sur certains produits, effectivement, de la production française, au meilleur prix pour nos clients. C'est nous qui contractons nos marges. Soit la marge industrielle quand c'est livré par un gros mousquetaire, soit effectivement sur les fruits et légumes, c'est nous qui contractons nos marges, justement pour offrir de la production française de qualité à nos clients toutes les semaines, et qui puissent se nourrir pas uniquement avec des produits transformés, aussi avec des produits les plus sains. Et puis on a pris une décision, en effet, qu'on est en train de mettre en place, c'est que la MDD, donc nos produits Intermarché, sera uniquement sur les fruits et légumes des produits français. Donc ils seront forcément placés en prix entre
le produit économique et puis le produit un peu plus premium. Ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas d'exotique, du coup. Mais on assume effectivement faire des produits de saison et des produits uniquement français sur notre MDD. Ça va être en place d'ici fin d'année, ça tient. Mais peut-être que, puisqu'on est là pour trouver des solutions, peut-être qu'on l'a fait un moment avec la FEF, on a signé des chartes d'engagement pour considérer qu'il y avait une politique de différenciation entre un Procter & Gamble et la PME du coin. Donc on a pris des engagements, on référence les innovations, on va clôturer les négos avant, on va envoyer en flux poussé puisque tu n'as pas de force de vente. Donc il y a eu ce choix-là, un choix politique. Toutes les enseignes convoquées à Bercy, il y en a un qui le faisait et puis tout le monde suivait. Et puis ça a été voilà, une dynamique qui s'est installée. On pourrait très bien penser qu'effectivement, pour concurrencer des produits sur lesquels on ne sera pas compétitif, il n'y aura pas de solution, la tomate grappe espagnole sera toujours moins chère, que les enseignes au service du pouvoir d'achat, mais aussi de soutien des filières, fassent ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire toutes les semaines, il y a 3 produits en définition avec évidemment les producteurs, où on fera le choix d'être à zéro, sans mettre en danger évidemment la rémunération des agriculteurs. Quand il y a eu le Covid, moi, tous les dimanches matins, c'était le rendez-vous. C'était Christiane Lambert qui m'appelait, et me disait j'ai un problème sur la filière noix, j'ai un problème sur telle filière, fleurs. Il n'y a plus de fleuristes, donc qu'est-ce qu'on en fait? Je peux vous assurer qu'on a joué le jeu. C'est-à-dire qu'on s'est sorti un petit peu responsable. Et ce qui serait bien, c'est que, alors qu'on jouait l'union sacrée à l'époque, c'est qu'on se la remette à l'ordre du jour et qu'on se dise on a une responsabilité sur cette souveraineté alimentaire. Et donc, est-ce qu'on signe? Puisque, en fait, si on n'est que dans la guerre des prix et dans la compète, il n'y aura pas grand-chose de fait. Mais par contre, avec des dirigeants responsables, est-ce qu'on est capable de s'engager sur des propositions qui, si elles sont identiques pour tous les distributeurs, vont pas créer des écarts de compétitivité, mais qui sont responsables? Et je pense qu'il faut réfléchir à ça, parce que vous n'allez pas pouvoir gommer en 6 mois l'écart de compétitivité de l'agriculture française sur quelques filières. Donc, il y a certainement des bonnes pratiques des uns et des autres qu'il faudrait mettre sur la table, et peut-être, avec la FNSEA, entre autres, et les acteurs agricoles, convenir d'une charte de bonnes pratiques pour 2025, et ça aidera à écouler les produits au meilleur prix pour eux et au service du consommateur. C'est une idée, mais à mon avis, je pense qu'il faut aller aussi vers ce type de réflexion. Bon, très bien. Il n'y avait pas de reproche particulier, mais c'est-à-dire qu'entre ces opérations temporaires, ou enfin même les 3 produits dont vous avez cités qui enfin, je ne sais pas si ça représente beaucoup de volume, mais entre ces idées d'opération et puis le système soviétique où on interdit la péréquation des marges, si on pouvait arriver à trouver une solution un peu plus efficace, ce serait bon, en tout cas, c'est en tout cas une réflexion qui est la nôtre. J'avais une dernière question sur la question des centrales d'achat européennes. Alors, sauf erreur de ma part, donc vous étiez membre d'une centrale d'achat jusqu'en 2021 avec Auchan, qui s'appelle Agecor. Aujourd'hui, c'est bien. Pardon. On était dans cette centrale Agecor, on en est sorti, mais c'est pas avec Auchan. Auchan n'était pas en partenariat avec nous Européens. C'est la nouvelle alliance qu'on vient de faire là pour la campagne 2025. Et donc là, vous me confirmez que vous êtes rentré dans une nouvelle centrale d'achat, donc avec Auchan. Est-ce que vous pourriez nous dire, là aussi, il n'y a pas de... Moi, je suis pas... Il y a d'autres collègues députés qui sont beaucoup plus à cheval sur cette question, mais on m'en voudrait si je ne vous la posais pas. Mais est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, aujourd'hui, vous avez cette nécessité de passer par une centrale d'achat européenne? Alors, je précise que cette opération doit être validée par l'autorité de la concurrence, évidemment. C'est pas une centrale d'achat européenne, c'est tout le contraire. Le projet, c'est pas celui-là. On est avec Auchan maintenant, hein, si le projet se concrétise. On sera peut-être les seuls acteurs à continuer à acheter en France, hein, puisqu'en fait, cette centrale sera située à Massy, hein, donc en France. Non, on a alors Agecor, c'est une centrale de service international sur lequel nous ne sommes plus partenaires depuis maintenant un certain nombre d'années. Le projet avec Auchan, c'est effectivement d'acheter les plus gros industriels ensemble en France, et donc en appliquant évidemment l'ensemble du dispositif français. Ce qui fait de nous, avec Auchan, le seul intervenant distributeur à acheter encore effectivement les plus gros fabricants en France.
Alors, merci pour ces précisions, parce que mes informations étaient très largement à compléter. Mais c'est d'autant plus intéressant. Comment vous allez réussir à rester compétitif si vous ne faites pas la même chose que vos concurrents, qui sont quasiment tous, je veux dire, Relec, la centrale de Carrefour, la centrale d'achat de Carrefour à Madrid. Si vous ne suivez pas le même chemin, comment vous allez vous en sortir là pour arriver à pouvoir négocier dans les mêmes conditions avec des gros industriels? Alors, je vais formuler une partie de la réponse, puis Thierry formulera une autre partie. On compte bien sur vous pour que tout le monde puisse appliquer les lois françaises quand même, qu'ils fussent en France ou à l'étranger. Enfin, j'espère que c'est pas le sens de votre question. Nous, on pense qu'effectivement, il faut quand même peser. Intermarché, lui seul, n'est pas ridicule, mais on va peser à peu près 18% du marché dans pas longtemps, quand on aura consolidé notre croissance externe. 18% de part de marché, c'est tout à fait suffisant avec les PME, TPE. Il faut même faire attention, il faut équilibrer absolument le rapport de force. Nos acheteurs sont très sensibilisés à ça. Par contre, avec les plus grands groupes, c'est clairement insuffisant, puisque aujourd'hui, en fait, ce sont des directions qui sont rarement en France. Il y en a encore en France, mais elles sont souvent pilotées en Europe, voire à un niveau monde. Et donc, pour ces grandes multinationales, on ne pèse pas à grand-chose. Et donc, le fait, effectivement, de s'allier avec Auchan, qui a aussi la nécessité de le faire, et de compléter le dispositif avec le groupe Capesino recomposé, nous permettra effectivement quand même, on pense, d'être un client un peu plus important et de peser un peu plus vis-à-vis de ces plus grands groupes. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a fait, parce que si on est tout seul, en fait, on l'a déjà été. C'est pas génial. On a du mal à négocier en vérité avec les plus grands groupes. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde. Il y en a des très coopératifs, avec d'autres c'est un peu plus compliqué. Et puis après, quant au droit applicable, peut-être je te laisse répondre. Sur le droit applicable, on est, je dirais, on va être très observateur de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. C'est-à-dire que soit c'est reconnu comme illégal et les eurocentrales n'ont pas de sens d'exister et on n'aura pas perdu notre temps à créer ça. Mais si c'est confirmé qu'elles ont toute leur légitimité, on n'aura pas le choix que d'y aller, quoi. Parce qu'en fait, on va avoir un écart de compétitivité où ça va être terrible. Donc on patiente, mais les 8 mois qui viennent vont évidemment être pour nous un moment important de voir si c'est tranché une fois pour toutes au niveau français, européen, parce qu'on aura un retard qui sera préjudiciable pour nos consommateurs. Serge Muller. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Donc, j'ai pu voir que votre slogan, c'est producteur et commerçant. Donc, en fait, moi, je voudrais savoir comment ça fonctionne réellement, comment fonctionne cette double étiquette, qui fixe le prix et où sont les exploitations, les fermes. Voilà. Après, j'ai une deuxième question. Alors, le slogan producteur-commerçant vient de la singularité du modèle que j'ai expliqué tout à l'heure dans le propos liminaire, qui est, on a fait le choix il y a 50 ans de se dire, pour être au service de nos consommateurs, il faut avoir la maîtrise de l'intégralité de la chaîne alimentaire. Donc, première usine, premier bateau, et aujourd'hui, on en a 56, ça fait 4 milliards. Et donc, je vais peut-être pas donner le chiffre sur la marque de distributeur, il y a 50% qui viennent de notre propre outil industriel. Donc, peut-être que le slogan serait plutôt fabricant distributeur, enfin fabricant commerçant plutôt que producteur commerçant. Néanmoins, bon, on produit et donc c'est pour ça qu'il y a ce slogan-là. Après, pour vous répondre à votre question, mais Nathalie pourrait compléter, c'est évidemment il y a deux sujets avec le monde agricole. Il y a, comme toutes les enseignes, l'achat qu'on peut faire de fruits et légumes et autres, ou d'achat à des fournisseurs qui livrent Intermarché, c'est à ma droite, et puis il y a le côté à ma gauche qui est plus gros. Tout à l'heure, quand je disais on fait 2,7 milliards d'achat de produits agricoles, il y a 1,7 milliard côté agro en tant qu'industriel et il y a 1 milliard côté distributeur. Et sur le 1,7 milliard, sur les filières qui sont les plus importantes, impactantes pour le monde agricole, c'est le bœuf, le porc. Et donc sur le bœuf, ça a mis du temps, c'est en train de se décanter, la contractualisation se met en place, on est à 20%, on espère aller plus vite. Mais par exemple sur le porc, où on avait initié ça avant Egalim, je le disais tout à l'heure, c'est plus de 2 millions de porcs qui sont contractualisés, avec des couloirs qui permettent effectivement le jour, et ce n'est pas le cas aujourd'hui, on en est ravis pour eux, mais le jour où le cours s'écroule, de sécuriser la trésorerie de nos partenaires agricoles, de continuer à investir, etc. Et donc c'est 70-60% des agriculteurs qui travaillent avec nos outils qui sont contractualisés. Donc nous, on croit que
C'est comme ça qu'on y arrivera. En tout cas, ça permet à un chef d'entreprise, parce que c'est un chef d'entreprise, l'exploitant agricole, d'avoir de la visibilité pour réinvestir sur son exploitation, pour rassurer le banquier, etc. Donc c'est comme ça qu'on travaille sur ces filières-là. Et puis après, sur la filière mer, c'est totalement différent, puisqu'en fait, les chalutiers nous appartiennent, les 16 bateaux nous appartiennent, donc ce sont nos salariés qui pêchent, et donc il n'y a pas de sujet de rémunération, puisque là, on a l'intégralité de la filière, quoi. Merci bien. Pour être très précis, donc l'objet de notre commission d'enquête, c'est de vérifier notre souveraineté alimentaire. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout ce que vous vendez, enfin, vient de France, ou j'ai mal saisi? Tout ce qu'on produit dans les filières, par exemple, si on prend la charcuterie, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est une grosse vente. Le jambon Monique Ranou, sans nitrite ou avec, a un sourcing 100% de porc français. Et ce qu'on disait, nous, on a poussé au Franco-Score il y a 99, ça fait 5 ans, parce qu'en fait, ça nous coûte. C'est-à-dire que si je voulais le jambon le moins cher en MDD, je dirais à Nathalie, bah, c'est bien, tu vas faire 50% avec nos éleveurs bretons et puis tu vas aller contractualiser avec des Allemands et des Espagnols, hein, ça coûtera moins cher. C'est pas le choix qu'on a fait. Aujourd'hui, on est 100% français sur la marque Monique Ranou. Sur le porc, vous savez, c'est une histoire d'équilibre matière. Donc, la langue de bœuf, j'en ai pas assez. Donc, j'en achète à l'étranger. Mais la réalité, il n'y a pas plus de 3-4% du sourcing de l'abattoir qui viendrait de l'extérieur. À 95-96, la statistique, c'est 99. Donc, quand on me donne 99, j'ai peur qu'il y ait un petit écart. Donc, je préfère vous dire qu'il y a 2-3% qui s'échappent. Mais c'est l'histoire d'équilibre matière parce que la volonté, c'est évidemment un sourcing français. D'accord, merci. Donc effectivement, on nous l'a dit ce matin, pour les abats, effectivement, c'est de l'import. Deuxième question, après j'en aurai terminé. J'ai lu dans un article que les Français veulent changer de mode de consommation, c'est-à-dire qu'ils veulent manger du local, du sain, de l'équitable, et j'irai pas à dire jusqu'à du bio, parce que nos agriculteurs sont déjà en agriculture raisonnée. Vous êtes des experts en termes de stratégie. Est-ce que vous allez adapter votre stratégie de vente aux besoins, aux désirs du client? Merci. Alors, je le disais tout à l'heure, cette tendance-là, on l'a vu il y a 6-7 ans. C'est-à-dire, il y a 6-7 ans, on a mis un programme Biprod sur nos usines pour faire du mieux manger, pousser le bio. Et dans les points de vente, ça a été la même démarche, pousser au local, etc. C'était la tendance. Le vrai risque qu'on a là, c'est sous pression du pouvoir d'achat qu'on plie tout ça et qu'on aille faire du top budget ou une ligne de premier prix et faire fi de tout ce travail-là. Ce n'est pas notre volonté. Aujourd'hui, on n'a pas décidé de revoir le cahier des charges. On est plutôt en soutien des filières. Le bio, si j'avais écouté mes ventes, je vous enlevais la moitié des linéaires. On n'a pas fait ce choix-là. Parce qu'on pense qu'il faut passer la bosse. Et c'est-à-dire que la solution doit venir effectivement de l'attractivité qu'on a, nous, dans nos rayons, des prix et des produits sur le bio. Mais moi, j'ai l'intime conviction que ça passera aussi, et là, je m'adresse au gouvernement, par un plan de subvention, d'aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est catastrophique. Cette filière bio qui étaient les agriculteurs les plus vertueux, hein, c'est quand même ça dont on parle, sont pris au piège, c'est-à-dire la demande ne suit pas l'offre, et donc l'offre, elle finit en conventionnel. C'est-à-dire que dans les briques de lait, on finit par mettre du lait bio alors qu'il est conventionnel, et c'est le vrai danger. Donc il faut un soutien à la filière bio, parce que nous, on pense que si aujourd'hui le sujet du pouvoir d'achat est une préoccupation pour les Français, il est de notre rôle et de notre devoir de continuer à porter le mieux manger. Et donc, on n'a pas envie de plier ça. Et donc, on a espoir. Et l'espoir, il est réel puisque l'inflation est en train de se calmer. Alors, certains commencent à parler de déflation. On n'y croit pas forcément. Mais en tout cas, on croit que c'est fini l'inflation à 2 chiffres, que les prix vont se stabiliser. Et donc, dans ce cadre-là, il faut soutenir le local, il faut soutenir le bio. Il faut continuer à faire ce qui était la mission de la boîte. C'est-à-dire qu'il y a 6 ans, c'était ce qu'on avait écrit. On avait dit, c'est apporter le mieux-être au plus grand nombre. Et pour Intermarché, ça c'est l'adage du groupement, c'est apporter le mieux manger au plus grand nombre de Français qui ont un problème de pouvoir d'achat. Donc non, il n'y a aucune volonté politique de faire marche arrière et on n'est pas en train de revoir les cahiers des charges. On est en train de se dire on passe la bosse et tous les choix qu'on a fait il y a 5-6 ans vont payer. C'est notre politique en tout cas. Jean-Philippe Tanguy.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour cette audition. Je voudrais d'abord revenir sur la pêche. Vous avez la particularité, effectivement, d'avoir une flotte. De mémoire, je sais plus, c'est la première flotte française. Moi, j'aimerais juste savoir où on en est. Comment vous voyez les choses sur la filière de la pêche française? On parle très peu de la pêche française dans le débat politique. C'est une faute collective. Ma question, ma remarque n'est pas polémique, mais même là, on est en élection européenne. La pêche est une compétence communautaire. Et même là, la campagne s'achève et on a extrêmement peu parlé de la pêche. Moi, je suis né à Boulogne-sur-Mer. Mon nom montre que je suis breton, donc je vois cette filière qui dépérit, il faut bien dire, dans l'indifférence quasi générale. Donc, de votre point de vue, où on en est? Quelle est la situation de la pêche française dans la souveraineté nationale sur les produits de la mer? Donc, je dis que je suis Boulogne-sur-Mer. On a l'exemple même, pour moi, d'une erreur stratégique majeure, c'est qu'on avait le premier port de pêche et la première filière de transformation européen. Certains, je ne vais pas les nommer, ça ne sert à rien de polémiquer, ont cru qu'on pouvait avoir de la transformation sans la pêche. Et moi je fais partie de ceux qui ont dit que c'était une illusion et que avec quelques années, la transformation commencerait à être fragilisée par l'absence de matières premières évidemment, et que ceux qui font la matière première finiraient bien par se dire que c'était quand même plus malin de la transformer chez eux, de faire la valeur ajoutée là où la matière première arrive. Un exemple même du fait que quand on perd le contrôle, la souveraineté sur la matière première, on finit sans doute par perdre la transformation, la valeur ajoutée, et on finit par être dépendant de l'un et de l'autre. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un point? J'ai écouté votre audition depuis le début à distance. J'ai pas l'impression que vous l'avez évoqué, mais qu'il y a eu quelques coupures, mais ça n'a pas été évoqué. Donc, un point de votre point de vue sur la pêche française, aussi bien la matière première que la transformation, et où on est la souveraineté et la difficulté pour la grande distribution, même si elle le voulait, de s'approvisionner en produits français. Alors là, parlons déjà que de la pêche, je ne sais pas comment on la qualifie, sauvage, et pas de la culture. On l'a évoqué, on l'a cité comme effectivement exemple de notre posture d'industriel, de producteur, mais on n'est pas rentré dans le détail. C'est une filière, alors je ne suis pas le spécialiste, mais je vais quand même vous donner quelques informations. C'est une filière qui est presque préoccupante, puisqu'il y a plusieurs facteurs explicatifs à la situation dans laquelle on la vit, qui posent notre filière mer en déficit chez les mousquetaires. Donc c'est plusieurs millions d'euros, et ça fait quelques années que ça dure et on n'en voit pas la fin, et je ne sais pas comment, si ce n'est qu'on a un plan quand même, hein. L'objectif d'une entreprise, c'est pas de perdre de l'argent. Nous, on y croit fortement parce que Intermarché a une image en fait de producteur grâce à ces bateaux, donc on la soutient, mais elle nous coûte économiquement, financièrement, et pour être passé quand même au pavillon France Mer pendant le salon de l'agriculture, le constat que moi je faisais de la difficulté à joindre les deux bouts et d'une filière qui était déficitaire, elle était partagée par l'ensemble des acteurs, et donc il y a effectivement un sujet de fond, et vous faites bien de le remarquer, qui n'est aujourd'hui pas sur le devant de la scène politique, et c'est dommage parce que il y a certainement une aide à apporter. Ce qu'il faut retenir, en fait, il y a eu, pour vous expliquer la situation qui fait qu'on est en difficulté sur cette filière, il y a plusieurs phénomènes. Il y a eu le phénomène, mais qu'on assume totalement parce qu'on a été un des premiers à le faire, d'être vers une pêche plus responsable. Il y a 7-8 ans, la réalité, c'est qu'on avait été attaqué par une association Bloom. Et en fait, on avait, je pense, réagi positivement. C'est-à-dire l'attaque, on pouvait en faire fi en disant c'est quoi, mais on l'a pris positivement. C'est-à-dire on s'est dit il y a une part de vérité. Comment on construit avec Bloom la solution pour respecter les fonds marins, préserver la ressource. Et donc on a mis en place des techniques de pêche qui soient plus respectueuses de l'environnement. Et ça fait que dans ce schéma-là, vous êtes moins productiviste, vous produisez moins, vous pêchez moins. Et donc dans un outil industriel, évidemment, vous avez moins de ressources pour assumer la dépense que vous avez en face. Ce qui s'est passé depuis, c'est deux phénomènes qui expliquent la difficulté réelle de la filière. C'est évidemment le Brexit, qui a des conséquences, et surtout la crise énergétique, puisqu'il faut comprendre que en fait, la filière pêche, c'est une filière où vous consommez beaucoup de carburant quand vous allez évidemment pêcher. Et puis une fois que vous l'avez pêché, il y a une chaîne de froid qu'il faut avoir tout au long, du bateau qui se trouve en Irlande jusqu'à l'étal du point de vente qui peut se trouver à Brest ou en Corrèze. Et donc, bien évidemment, cette
cette chaîne du froid, elle coûte en énergie, et donc ça fait qu'aujourd'hui, le prix du poisson a considérablement augmenté. Il devient inaccessible. Donc notre stratégie commerciale, maîtrisant toute la filière, c'est de proposer du filet de poisson à moins de 10 €. Et en fait, quand on propose à ce prix-là, bien sûr, ça trouve preneur. Il n'y a pas une déconsommation voulue des Français, c'est juste qu'ils n'en ont pas les moyens. Et quand on fait le filet au prix qu'on le fait, ben, on arrive à en vendre. Mais bien évidemment, on n'a pas les équilibres économiques, ni bien sur le rayon qu'au niveau de l'outil industriel. Donc c'est des dizaines de millions de pertes au niveau du groupe sur cette filière. Et c'est malheureusement des fermetures de rayons. C'est plus de 100 rayons de poissonnerie traditionnelle qui sont fermés par mes collègues adhérents parce qu'ils ne trouvent pas la rentabilité. C'est pire que ça. C'est que à payer le poissonnier et avoir des ventes qui font -7, -8 parce que ça devient inaccessible, hein, vous finissez par fermer le rayon. Face à cette situation, on n'est pas fataliste, on a un plan de relance. L'objectif, c'est bien sûr de ni plier les bateaux, ni continuer à fermer nos rayons poissonnerie. C'est de se dire, c'est une différence, elle est mousquetaire, elle est ancrée dans des territoires bretons et également à Boulogne-sur-Mer. Donc on a un plan d'optimisation, hein, c'est notre métier d'industriel ou de distributeur de serrer nos charges sur la logistique, sur les téléventes, etc. Mais ça ne solutionnera pas, effectivement, vous avez bien fait de le souligner, un sujet qui est vraiment structurel, d'un surcoût, notamment par la facture énergétique, par le Brexit qui est passé par là. Et donc, on peut être inquiet, effectivement, du devenir de la filière pêche. En tout cas, on n'a pas décidé de jeter l'éponge et on va tout faire pour rester le premier pêcheur, en tout cas, le premier vendeur, on l'espère, quoi. Est-ce que vous avez une autre question? Merci, Monsieur le Président. Une relance sur la pêche, j'ai bien entendu les éléments que vous avez donnés. Moi, j'aimerais vraiment comprendre les difficultés de la filière pêche française. Le prix du carburant, il est le carburant pour les pêcheurs, il est à peu près le même dans tous les pays européens, sauf erreur de ma part. Il y a par ailleurs des aides dessus. Bon, moi, je suis en faveur de ces aides, le cas échéant, mais le Brexit, bah, ça touche aussi l'Espagne, les Pays-Bas et les autres membres du marché européen. Bon, on aurait pu aussi... bon, mais je ne vais même pas parler du cas du Brexit, mais nos concurrents, il y a des concurrents, il y a les Anglais, certes, ça touche Boulogne-sur-Mer, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres pays européens qui maintiennent leur flotte. Et même des flottes avec des bateaux que je crois qu'on vous a incité à détruire en France. Et j'ai cru voir récemment un certain nombre de bateaux inaugurés sur les côtes du nord de l'Europe qui n'avaient pas l'air en ligne avec Bloom. Donc ma question, moi je comprends que vous fassiez votre propre politique, hein, mais il y a d'autres pays qui font autrement quand même. Mais de toute façon, et il y a encore du poisson qui arrive d'autres côtes européennes ou d'autres ports européens au sein du marché commun. Donc comment expliquer la France qui sait pêcher? On a objectivement des professionnels, enfin, on a un art de la pêche en France remarquable et incontestable. Cette filière, une fois de plus, vous l'avez dit d'ailleurs, qui est en train de disparaître, elle ne disparaît pas. C'est vrai que les prix augmentent partout, mais elle ne disparaît pas dans tous les pays européens, y compris des pays comme les Pays-Bas. Bon, bah, les Pays-Bas, on peut quand même estimer qu'à bien des égards, c'est une économie semblable à la France. Oui, alors je ne vais pas, moi, en revanche, débattre sur le modèle économique des Pays-Bas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la pêche sauvage sur un banc traditionnel en France, c'est moins de 10% du chiffre d'affaires que réalise un point de vente. Donc il faut avoir aussi en tête que la concurrence, notamment des bancs marés, c'est de l'élevage, hein. Donc quand on se bat, nous, en France, pour effectivement préserver une pêche française sur des espèces qui ne sont plus de grands fonds. Donc forcément, on a aussi une pêche réduite. Donc c'est ce qu'on vous expliquait, nos volumes ne sont plus suffisants aujourd'hui. Et après, pour faire fonctionner toute la chaîne de valeur, à savoir nos outils de transformation, puisqu'on a gardé des outils de transformation au plus proche de la débarque. Donc c'est une somme de surcoûts qui nous est liée, y compris, on va dire, sur le droit du travail, hein, sur notre capacité aussi à faire revenir nos pêcheurs, avoir les temps de repos nécessaires. Donc je ne connais pas le modèle des Pays-Bas, donc je ne saurais pas répondre à votre question précisément sur pourquoi est-ce qu'on est moins compétitif. En tout cas, sur la consommation de poissons, ce qui est certain, c'est qu'en France, on en consomme moins parce qu'elle est devenue chère, quel que soit l'opérateur, y compris sur des importations.
Et encore une fois, 90% du chiffre d'affaires de nos rayons sont faits soit par du coquillage crustacé, soit par du poisson d'élevage. Donc la pêche sauvage est effectivement une fierté nationale, je vous rejoins, mais elle est très en difficulté, oui. Monsieur Tanguy. Merci beaucoup. Vous avez parlé à propos du bio, que ça s'inscrivait dans une stratégie, je vous cite, de mieux manger et qu'il fallait donc soutenir le bio. Bon, chacun est libre de manger du bio s'il veut, mais il n'y a aucune preuve scientifique. On a pu avoir des témoignages à de nombreuses reprises dans nos travaux sur le bio qui apporterait un gain pour la santé. Il n'y a rien. Alors, un peu plus, hein, chacun est libre de croire ce qu'il veut. Et il y en a qui dorment la nuit avec des pierres pour se soigner. Moi, je ne juge pas. Hein. Bon, mais pourquoi est-ce que vous dites que ça s'inscrit dans une stratégie de mieux manger? Et nous, on est législateurs et on choisit quand même où vont les aides, enfin, dans la mesure du possible, où vont les aides, mais aussi, on est amené, avec la raréfaction des terres, à choisir aussi à quels usages sont les terres agricoles. Donc pourquoi est-ce que nous, on devrait faire le choix de subventionner le bio alors qu'on a besoin d'argent pour installer des jeunes agriculteurs, moderniser les exploitations, investir dans la robotisation, la génétique, des alternatives phytosanitaires. Enfin, il y a beaucoup d'endroits où on doit mettre de l'argent. Pourquoi est-ce que vous dites c'est mieux manger? J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que vous considérez qu'on devrait en faire une priorité nationale dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Ouais. Alors, il y a confusion des genres. Je me suis peut-être mal exprimé. J'ai une formation d'ingénieur agro en première formation, donc je peux vous confirmer qu'il n'y a pas un lien, sinon on l'aurait déjà démontré, expliqué et vendu aux consommateurs entre la santé et le mode de production. Donc c'est en fait une démarche vertueuse du mieux qu'on insuffle. Donc effectivement, essentiellement du mieux manger, en essayant de rendre accessible la viande, le poisson, les fruits et légumes, etc. Et on avait un programme qui s'appelait Biprod, je le disais tout à l'heure, où c'est le mieux au sens général dans la production de nos produits industriels. Et effectivement, il y avait un sujet pour mieux rémunérer l'agriculteur avec des programmes comme Merci. Il y avait mieux en consommant moins d'emballage. Et il y avait mieux en produisant mieux, c'est-à-dire en étant respectueux de l'environnement, dans lequel le bio, évidemment, s'inscrit. On soutient cette agriculture bio au même titre qu'on soutient HVE, une agriculture raisonnée. On est dans cette logique-là. Donc si on a fait effectivement un raccourci entre mieux manger égale bio, non, c'est mieux en général, système vertueux. Et le mieux manger, on sait les leviers pour mieux manger et on les actionne. Et c'est surtout dans la formulation, évidemment, de nos marques qu'on fabrique dans notre pôle industriel, où on fait attention, évidemment, aux ingrédients et aux additifs pour limiter tout ça et que les recettes soient les plus saines possibles. Merci, Monsieur le Président. Autre question, donc pareil, on a la chance d'avoir avec nous des gens qui ont des usines. Donc aussi, vous, en tant que producteur, donc pour vous, la filière de transformation agroalimentaire française, quels sont ses points forts, ses points faibles? Une fois de plus, hein, nous, on est législateurs, nous, ce qu'on veut, c'est améliorer les choses. Donc, comment on pourrait renforcer cette filière? On voit, pareil, je ne vais pas faire le vieux con, mais un certain nombre de filières agroalimentaires françaises ont été rachetées par des intérêts étrangers, d'abord américains, Kraft, ensuite mexicains. On commence à avoir des phénomènes de ce qu'on pensait à l'époque, on ne va pas délocaliser l'agroalimentaire, ça n'a aucun sens, vous êtes un vieux ronchon. Bon. Donc on voit des phénomènes naissants de délocalisation d'usines agroalimentaires vers les pays de l'Est. Bon, c'est des produits où il faut du blé, du sucre, matière grasse végétale, donc ils estiment sans doute que le terroir français n'est pas plus adapté qu'un autre pour ces produits, mais enfin bon, c'est des recettes françaises et en tout cas c'est des produits avec un lien d'attachement pour les Français, mais enfin bon, ils s'en vont. Donc est-ce que pour vous c'est une tendance de fond ou un risque de fond? Est-ce qu'il y a des réformes à faire ou c'est juste des acteurs mondialisés qui, quoi qu'on fasse, trouveront toujours à produire moins cher et quoi qu'on puisse agir en dehors du fait de contrôler les capitaux de ces entreprises. Nathalie, avant d'être directrice générale d'Agro, a été responsable des achats avec les multinationales. Donc je pense qu'elle a un regard éclairé sur la question.
Non, faut surtout pas jeter l'éponge, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour parler de souveraineté alimentaire et de souveraineté nationale. Donc oui, on se bat pas à armes égales. Oui, les groupes et les grands groupes font une stratégie d'implantation par rapport à un mix marge, à des coûts de production, et sur lesquels je pense qu'en France, on n'est pas sur un même pied d'égalité. Et on n'est pas sur un même pied d'égalité, certes sur les taxes, certes sur l'emploi, avec une vraie problématique sur la ressource. Et quand je parle de ressources, je ne parle pas forcément de matières premières, même si on en a longuement parlé depuis le début de cette audition, mais c'est la ressource humaine, c'est la main-d'œuvre. Aujourd'hui, on est réellement confronté à une problématique où tout ne peut pas être automatisé. Et on a besoin de savoir-faire, on a besoin effectivement d'opérateurs, et c'est devenu très très compliqué aujourd'hui pour faire fonctionner nos unités de production sur le sol français. Donc non, je pense qu'il faut au contraire prendre le sujet à bras de porc et continuer à être très fier de l'industrie qu'on a, qui produit des beaux produits, des bons produits. Donc il faut qu'on trouve les solutions pour pouvoir se battre à armes égales. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame, pour votre temps. Ah, je vous rassure, moi, je ne suis pas du tout pour jeter l'éponge. Et moi, justement, ça m'intéresse parce que, justement, ces problèmes de recrutement, donc là, pour la filière agroalimentaire, une fois de plus, on en parle beaucoup, on entend sur nos terrains beaucoup de remarques sur ce sujet-là. On a quand même du mal à comprendre, en dehors de certains lieux communs, je ne sais pas ce que vous avez dit, hein, c'est pas du tout, mais c'est pas du tout une question piège. Pourquoi, effectivement, on a du mal à recruter dans l'industrie? Généralement, c'est des salaires supérieurs à la moyenne pour les qualifications demandées. Il y a de la pénibilité, mais quand même, les conditions de travail dans l'industrie se sont grandement améliorées ces dernières années. Donc, de votre point de vue, justement, de producteur, et vous faites face à ce problème, une fois de plus, hein, nous, on n'est pas là, c'est pas un tribunal, nous, on est là pour trouver des solutions. Donc, en fait, le but essentiel de vous écouter, de vous questionner, c'est après de transformer ça en solution. Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le recrutement, donner l'envie aux gens d'aller travailler? Bref, qu'est-ce qui se passe? Alors, certes, il y a un problème de motivation au travail depuis le Covid, visiblement, dans la plupart des économies occidentales, mais visiblement, c'est particulièrement en France. Comment on fait? Et surtout qu'on va, en tout cas, il y a un consensus maintenant, et tant mieux, dans toutes les forces politiques, pour réindustrialiser. Donc vous, de votre point de vue, voilà, si vous aviez une baguette magique au Parlement, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, en fait? Alors, je pense que si on avait trouvé la baguette magique, on l'aurait déjà utilisée. Mais non, je pense qu'il y a un vrai travail déjà dans toute la communication qu'on peut opérer sur l'industrie agroalimentaire. Il faut qu'on arrête de diaboliser cette industrie. On en parle très rarement de façon positive. Il suffit de voir les différents reportages qu'on a sur le fait que parfois, on est attaqué comme étant des empoisonneurs. On cherche toujours, effectivement, chez nous, en tout cas en France, à stigmatiser notre industrie agroalimentaire. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai travail de communication à faire. Il y a un vrai travail d'éducation, de formation. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est des opérateurs de maintenance, parce que il y a de plus en plus de technologies sur notre ligne, même si on ne peut pas tout automatiser. Donc il faut repenser nos filières de formation et donner envie à ces jeunes de venir chez nous, de voir et d'être fiers des produits que l'on fabrique. Après, est-ce qu'il y a assez de ressources, au sens, est-ce qu'il y a assez de bras et assez de jeunes pour venir travailler chez nous? Ça, c'est la question qu'on doit projeter sur l'évolution démographique de la France aujourd'hui. Mais en tout cas, sincèrement, il y a un gros travail, je pense, de valorisation de notre filière. Aujourd'hui, venir travailler dans l'agroalimentaire, c'est pas sexy, c'est, comme vous l'avez dit, un travail pénible. C'est des horaires c'est des 3-8, c'est du 7 jours. Alors on travaille sur la flexibilité du temps de travail, sur l'adaptation, la prise en compte des nouvelles attentes, mais et la valeur du travail que vous avez citée, celle-ci, c'est la première difficulté qu'on rencontre aujourd'hui en recrutement. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Nathalie, il y a un sujet d'image, il y a un sujet d'apprentissage, mais
les budgets ou les accompagnements qu'on a eus ces quelques dernières années nous ont vraiment aidés aussi, il faut le souligner. C'est-à-dire que je crois que c'est près d'1 million de jeunes qui sont revenus, alors que ce soit dans le métier de distributeur ou dans le métier d'industriel. Il faut continuer sur cet axe-là, c'est-à-dire il faut valoriser les métiers manuels, et puis il faut bien évidemment que les entreprises aient des plans d'accompagnement, comme c'est le cas aujourd'hui. Et une fois que vous avez fait 12 mois ou 24 mois dans l'entreprise, bien évidemment, c'est la meilleure ouverture pour être embauché derrière. Donc ça, le gouvernement a pris ces dispositions-là, il faut les continuer, on ne peut que les soutenir. Oui, merci, Monsieur le Président. Une dernière question, je fais aussi vite que possible. Ouais, je m'interroge, vous êtes, je crois, le 3e groupe de distribution qu'on auditionne. Quand la crise de l'hyperinflation dont vous avez parlé a donné lieu aussi à la communication extensive de presque l'ensemble des patrons de la grande distribution dans des émissions très populaires, de grande écoute, toutes les matinales possibles, imaginables pendant 2 ans. Moins de communication, il faut quand même le bien dire, pendant la crise agricole, ça a été relativement souligné, pas spécialement vous d'ailleurs, d'autres, mais enfin voilà. Quand on vous écoute, on a l'impression que tout va bien. Donc moi, en tant que député profane, non spécialiste de ce secteur, alors l'audition de Lidl nous a donné quelques pistes, mais j'aimerais quand même avoir votre ressenti là-dedans. Je ne sais pas si vous avez vu l'audition de votre collègue de Lidl. On ne comprend pas. Voilà. Donc quand vous nous avez donné les chiffres assez précis, j'ai l'impression que les agriculteurs sont tous associés à la production, que c'est presque en dehors des difficultés de la filière fruits et légumes ou de la pêche, les approvisionnements français, et puis pourtant les agriculteurs n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc, et en même temps, quand on vous demande si c'est pas... Donc la grande distribution est accusée depuis 20 ans d'être responsable des problèmes des agriculteurs, alors vous dites que c'est pas vous, mais vous nous dites pas non plus pourquoi c'est pas vous. Donc on a l'impression que c'est personne. Et donc plus personne de bonne foi qui essaie de comprendre ce qui se passe, ou nos concitoyens, compatriotes qui nous écoutent, encore plus j'imagine les agriculteurs, ne comprennent pas. Donc vont encore être en colère. Donc si vous voulez, ce qui est assez frustrant dans ces auditions, qui sont toutes faites sous serment, c'est que on a l'impression que tout va bien dans le meilleur des mondes et que c'est jamais la faute de personne. Et moi, je suis désolé, soit il n'y a pas beaucoup d'acteurs sur la chaîne, surtout vous qui êtes acteur dans presque toute la chaîne. Donc s'il y a des problèmes de revenus agricoles et si on a quand même des agriculteurs qui, de toute évidence, ont des problèmes pour vivre, il y a bien des responsables. Donc si c'est pas vous, ni comme distributeur, ni comme transformateur, ni même parfois comme producteur pour la pêche, de qui est-ce la faute si les agriculteurs est la seule profession de France et de Navarre qui n'arrive pas à vivre de son travail? Alors chaque patron a ses convictions. Moi j'en ai une, je pense qu'en fait on ne vit pas dans un monde où tout serait blanc, tout serait noir et qu'il y aurait nous les distributeurs qui serions parfaits et puis les industriels qui seraient les méchants. Je pense que chacun doit prendre sa responsabilité et je vous le dis d'autant plus sincèrement que moi je suis fils d'agriculteur, donc le sujet je le connais. J'ai vu la difficulté de travail, de pénibilité, de 0 vacances, de revenus pas simples en fin de mois. Donc ce sujet-là, je me dis que bien évidemment j'ai une part de responsabilité. Et lorsqu'il y a eu la crise agricole, le seul distributeur qui a accepté d'aller sur le plateau de France 2 avec Bruno Le Maire, c'est moi. Donc j'y suis allé parce que je trouvais que j'avais pas honte et à rougir des actions qu'on faisait, parce que je sais que on est imparfait sur certains sujets et je suis vraiment ouvert à ce qu'on me dise ça vous le faites mal pour qu'on le corrige, mais je sais aussi qu'on fait les choses très bien et j'ai pas à rougir de ce que font les mousquetaires en local avec leurs agriculteurs. Une fois que j'ai dit ça, je pense que maintenant, il faut vraiment saisir l'opportunité, parce qu'en fait, si on ne règle pas le problème dans les 3 mois, là, on va en reparler encore au salon dans 1 an, et à chaque salon, c'est l'émeute, et ça va mal finir à la fin, parce qu'on parle de vie, on parle de suicide, on parle de quelque chose qui est insupportable, intolérable, et sur lequel il faut apporter des solutions. Moi, j'ai l'intime conviction que la bonne méthode, c'est d'être transparent sur qui gagne quoi. On a compris sur certaines filières, c'est 0, voire négatif pour l'agriculteur. Moi, je vous dis que c'est 2 à 3% chez un distributeur qui va très bien. Et vous avez des distributeurs qui sont au tas aujourd'hui. Pour preuve, c'est une forme de croissance externe pour nous. Donc la distribution n'est pas non plus un secteur si prolifique que ça, puisque vous n'avez qu'à regarder le prix de l'action de certains concurrents qui sont cotés. Et dans le monde des industriels, la lecture qu'on en a, c'est que
on va surtout pas mettre ou rougir des performances des PME parce que ce sont des chefs d'entreprise comme nous qui sont engagés dans les territoires et ils ont le droit de gagner de l'argent parce qu'ils ont aussi à un moment eu des engagements de chefs d'entreprise. Par contre, ce que je demande moi, c'est qu'on ait un peu de transparence sur le résultat des grandes multinationales qui portent 60% de l'alimentaire en France et 80% de l'approvisionnement agricole. Je demande qu'on ait une transparence sur leurs résultats. L'INSEE a publié 48% de marge lorsque c'était 24%. Alors c'est le rôle des lobbies de vous expliquer que les chiffres sont faux, que l'étude est mauvaise, mais vous avez autorité à refaire une étude ou à recreuser pour savoir où va la création de valeur. Et puis après, il y a des propositions qui doivent être faites. Si à un moment on considère, puisque nous on est hors jeu sur les eurocentrales, que ça détruit de la valeur et que ça finit par écraser les agriculteurs, soyons responsables. Nous on a proposé une charte qui fasse, comme on l'avait fait pour les PME, que les industries qui sont vraiment impliquées sur le monde agricole sortent des eurocentrales. Vous avez 4 ou 5 personnes à convoquer, à leur dire qu'ils ont une responsabilité sur la chaîne alimentaire, et je les connais, je les côtoie, puisqu'on a rejoint la FCD. Ce sont des gens responsables, ce sont des gens qui en ont marre aussi d'être responsables de tous les maux de la terre, notamment du mal-être agricole, et je pense que vous pourrez obtenir que quelques dossiers ne soient pas traités au niveau des eurocentrales et reviennent en France. Donc, j'ai envie de vous dire, on a tous un petit effort à faire et je crois que cette opportunité ne va pas se représenter. En tout cas, on a 3 mois pour y voir clair. Et quoi de mieux que de regarder les résultats réels des entreprises pour savoir où va la richesse, puisqu'à un moment, elle est créée et elle n'est pas répartie comme il le faut. Donc, on n'a qu'à partir de savoir où elle est et mieux la répartir avec des règles du jeu qu'il va falloir imposer. Et la transparence me semble être la première des choses à imposer, avec un niveau de transparence entre le premier maillon qui est l'agriculteur et l'industriel, puisque c'est 80% des débouchés agricoles. Oui, pour compléter la réponse sans être manichéen non plus, c'est-à-dire que nous, on ne fait pas tout bien, mais on est en tout cas très responsable de ce qu'on achète en direct. Chez Agro Mousquetaire, nos MDD aussi, puisque comme on définit le cahier des charges, on définit aussi l'approvisionnement, les matières premières à acheter. Donc sur la MDD, on est responsable. Donc si on ne fait pas tout bien, on prend cette responsabilité-là sur les produits frais traditionnels, donc sur notre MDD. Sur les marques nationales, encore une fois, on va dire que c'est tout blanc ou tout noir. C'est ce que tu disais en vérité. Il y en a qui sont très transparentes, il y en a qui ne le sont pas du tout. Nous, on ne peut pas être responsable d'une négociation qui a lieu en France ou plus souvent en Europe, d'un acheteur de matières premières qui travaille pour une grande multinationale et qui achète en direct. Nous, on a certaines entreprises qui nous donnent toute la transparence. Donc après, on fait bien, on fait mal, mais s'ils sont transparents, normalement, on est censé faire bien. Et quand on ne l'est pas, parce que je suis désolé, mais l'option 3 ne l'est pas du tout. L'option 3 ne nous dit pas quelle est la valeur de la matière première agricole, ni d'où elle vient. Il n'y a pas de garantie par rapport à ça. On nous dit juste qu'il y a un tarif et sur ce tarif-là, il y a une partie qui est due à une augmentation de matières premières agricoles. Tout ça, c'est assez, je vous le dis, assez confus, sincèrement. Des fois, c'est bien fait, des fois, ça ne l'est pas du tout. Entre les déclarations qui sont faites et puis l'authentification qu'on reçoit officiellement, il y a des différences importantes. Et en fait, nous, en tout cas, on est très responsables. Et si on ne fait pas bien les choses, quand on achète via Agro Mousquetaire ou quand c'est une MDD, nous sommes responsables parce que c'est nous qui sommes maîtres d'œuvre. Quand effectivement il y a un transformateur entre nous et l'agriculteur et qu'il n'y a aucune transparence ou très peu, c'est compliqué d'être responsable. Je vais vous donner un chiffre. Sur ces 2 dernières années, depuis le 1er janvier 2022, on a passé, je n'ai pas donné les chiffres officiels, je donne les zones, on a passé entre 18 et 20% d'augmentation aux grandes marques de prix d'achat. 1er janvier 2022. Cette année, en fait, même si nous, on a vu un reflux des matières premières, c'est-à-dire qu'en fait, ça a baissé. Agro Mousquetaire facture Intermarché moins cher en 2024. Les négociations se sont terminées encore par une hausse légère. Le médiateur a reçu les éléments, c'est à peu près 1% d'augmentation de prix. Et il y aura encore des autres augmentations de prix, puisque l'année prochaine, a priori, on sera encore sur des augmentations de prix. Quand on passe effectivement entre 18 et 20% d'augmentation de prix sur ces transformateurs, on peut légitimement se demander où est le ruissellement. Surtout lorsque, effectivement, normalement, sur cette campagne de négociation, alors que nous, on a un pôle agro-industriel qui nous fait des baisses, il y a eu des baisses et des hausses, mais l'addition des baisses et des hausses, ça fait une hausse. Ces questions-là, en fait,
On a des industriels qui sont très transparents et on comprend. C'est le cas notamment des pâtes, hein, sincèrement. Alors forcément, c'est plus simple à suivre aussi, le blé dur. Et puis il y en a d'autres, c'est un peu compliqué de comprendre où ils s'approvisionnent et quel est le poids de la matière première, à combien ils rémunèrent leurs agriculteurs, je ne sais pas. Très bien. Merci beaucoup. Merci messieurs, madame, pour cette audition. Nous en avons fini pour ce mercredi. On se retrouve demain pour une nouvelle longue journée d'audition. Bonne soirée à tout le monde. Nous arrêtons la séance.